Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Anthony et Anne Ségolène du projet Familare. Vous savez, cette famille qu'on suit en Amérique du Sud depuis déjà un bon nombre de mois. Ils partent à la rencontre des personnes fragilisées. Donc je suis très heureuse de les accueillir parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un moment pour enregistrer cet épisode puisqu'ils ont été bloqués pendant quasiment un mois au Pérou. Ils ont été bloqués suite à l'instabilité politique qui se déroule actuellement. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de faire un épisode dédié à ça. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sortir du pays et quelles problématiques ils ont rencontrées. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Hello Anthony, Anne Ségolène, comment allez-vous ? Bonjour Émilie. Bonjour Émilie, tout va bien? Tout va bien ? Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour commencer, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu votre itinéraire depuis notre dernière rencontre, au moment où vous avez quitté le centre de la Barranquilla jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point par rapport à ça ? Un petit point du roadbook. Quand on a quitté Barranquilla, on est parti direction du sud de la Colombie, dans le but d'aller assez vite en Équateur finalement. Donc on a fait quelques stops de visite, on va dire classiques de la Colombie. Et puis Omar, là, le directeur de l'école de Barranquilla, nous a mis en lien avec une école du Sacré-Cœur un peu plus au sud, qu'on allait visiter et qui nous a permis d'aller voir un jeune qui s'appelait Juan Esteban, en situation de handicap avec sa maman. Donc on a fait cette visite-là. Mais bon, on a pas mal communiqué dessus, on peut retrouver ça un peu dans nos réseaux. Et après, on est rentré en Équateur. Et là, c'est Kika et Anouar, c'est un couple qui ont beaucoup voyagé en Amérique du Sud et qui aujourd'hui ont un camping au sud de la Colombie. On est resté une petite semaine là. Kika et Anouar nous ont parlé d'une communauté de pêcheurs qui était plutôt au nord En de Équateur. l'Équateur et qui correspondait bien à notre projet de film parce que une vie un peu différente de nos habitudes. On allait vivre, finalement, on est resté 3 semaines à vivre sur la plage, au sein du village, avec cette communauté de pêcheurs, Trop bien. à partir le matin en barque, aller poser les filets avec eux. Enfin voilà, c'était assez sympa. On a pris le temps de visiter l'Équateur parce que c'est un pays qui est extraordinaire et qui est tout petit, donc on est très vite à la mer, on est très vite à la montagne, il y a des volcans partout. On a fait la boucle du Quilotoa, on a fait le Cotopaxi, qui est un peu la montagne mythique de l'Équateur. Euh, on a visité sur le chemin des fincas de chocolat, des fincas de café. Voilà, donc on a fait un peu de tourisme quand même. Et puis on est rentré au nord du Pérou. Là, on s'est accordé une petite semaine de vacances. Parce que mine de rien, c'est quand même pas rien ce genre de voyage. On a fait une petite semaine de vacances à Mancora. Et on a pris la route de Chiclayo, puisque des amis nous avaient mis en lien avec des Péruviens qui nous ont mis en lien avec un orphelinat D'accord. à côté de Chiclayo. On est resté 3 semaines dans cet orphelinat avec une vingtaine d'enfants. Je suis justement en train de travailler sur la capsule vidéo de ces rencontres. On a passé Noël à cet endroit-là et c'est une période quand on est arrivé à l'orphelinat où tout était très calme au Pérou. Et finalement, pendant qu'on était à l'orphelinat, on a appris que le président de la République péruvienne a été destitué puis emprisonné. Donc là, ça nous a posé beaucoup de questions. Là, vous étiez déjà dans le pays de toute façon. Donc, On était déjà dans le pays depuis 3 semaines quasiment quand il s'est fait arrêter. On était depuis 2 jours à l'orphelinat quand on a eu l'info de son arrestation. Et nous, on fait le choix à ce moment-là de dire on reste à l'orphelinat jusqu'à Noël parce qu'on veut avoir un Noël qui a du sens. Et puis, peu de temps après cette décision-là, on apprend que dans le pays se met en place des paros, alors plutôt au sud du pays, c'est-à-dire des gros blocages où les routes sont complètement fermées. Alors, on a plein d'informations qui arrivent qui sont. On a du mal à savoir ce qui est vrai ou surjoué ou autre, mais les informations, c'est que des routes ont été arrêtées, des postes frontières ou des postes de douane, de payage à ce moment-là sont brûlés, des stations essence sont brûlées. Voilà, donc on sent, nous on est plutôt quand même au nord du pays. On nous annonce un sud du pays qui est quand même assez compliqué, mais bon, voilà, les ambassades nous demandent de ne pas bouger, et ça tombe bien parce que nous on pensait rester quelques temps à l'orphelinat jusqu'à Noël. Et
L'information arrive officiellement qu'une trêve de paro aura lieu entre Noël et Nouvel An. Donc nous, ça nous conforte dans l'idée de dire, après Noël, on reprend la route et puis on avance, on voit ce que ça donne dans le pays, mais en tout cas, on quitte l'orphelinat comme prévu et puis on continue la route en direction de Quand vous êtes Bolivie. arrivé en Bolivie, au Pérou, pardon, il n'y avait pas du tout de tension parce que les amis qui vous ont mis en relation avec l'orphelinat, à ce moment-là, dans le pays, il n'y avait pas de mise en garde en disant ça commence à être un peu chaud, il y a des tensions politiques Non, ou. non, ça a vraiment basculé d'un coup. Un jour, aux infos dans les maisons là, de l'orphelinat, on apprend la destitution du président qui était a priori. Alors, je mets toujours des guillemets parce que nous, on n'a jamais vraiment compris le fond du problème. Et selon à qui on parle, l'information est très différente. Mais, mais voilà, grosso modo, ce qu'on nous explique, c'est le président était en train de était en train de faire un coup d'État pour destituer son gouvernement et l'Assemblée. Et la vice-présidente a remporté la bataille contre lui et l'a fait mettre en prison pour corruption. Ah bon. Ouais, Ouais, c'est ce qui est relayé aussi ici dans les médias, quoi. J'avoue que si tu demandes aux locaux sur place, tu vas avoir 10 000 versions différentes selon les idéologies, ouais. Ouais, il y a plusieurs versions. Il y a la version le pauvre gentil petit président qui est un ancien paysan qui venait des montagnes, quelqu'un de très simple, qui s'est fait trahir par sa vice-présidente. Puis quand on demande à d'autres gens, on dit, d'autres gens expliquent que en fait c'est lui qui tient tous les réseaux de la drogue. En lien avec toutes les communautés qui vivent justement dans les montagnes. Enfin voilà, en fait, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, nous, on est incapable de savoir le fond de ces sujets-là. Après, si je ne me trompe pas, l'information qu'on a eue, c'est qu'il y a eu 5 présidents en 3 ans, quelque chose comme ça au Pérou. C'est super instable. Et en fait, c'est très instable. Et nous, le projet, c'était quand même d'aller en Amérique du Sud parce que ça nous semblait être un continent où tous les voyageurs revenaient en disant c'est cool, c'est safe et il n'y a pas de souci. Et on s'est rendu compte qu'en arrivant en Équateur, on a échappé à un paro, mais qu'un paro avait eu lieu pendant 6 semaines juste avant où tout était complètement bloqué. Quand on était en Colombie, il y avait un paro en Bolivie. Voilà. En fait, c'est leur quotidien ici. En Bolivie, il y en a eu un très très rude il y a 3 ans, où il y a eu quand même beaucoup beaucoup de tensions. Et donc voilà, nous on était un peu étrangers à ces problématiques de paro et étrangers au fond du problème, quoi. Donc ça nous semblait encore lointain. Et même quand on était au Pérou dans l'orphelinat, la direction de l'orphelinat nous disait oui, mais bon, ça c'est très loin d'ici, c'est vraiment dans le sud, c'est quelques villages ou quelques villes qui sont bloquées, pas plus. Et finalement, quand même, au fil des jours, on apprend qu'il commence à y avoir un ou deux morts dans des manifs. Mais voilà, c'est des confrontations de manifs où les policiers tirent à balles réelles, quoi. Donc on joue pas au flashball, quoi. Euh, donc on se dit, tiens, ouais, quand même, ici, ils jouent pas. Et nous, les Français qu'on a croisés qui vivent ici depuis quelques années, nous disent quand même, ouais, il y a des routes où il y a des camions qui sont restés bloqués pendant 10 jours. Euh, et tu peux plus aller dans un sens, plus aller dans l'autre parce que tu es bloqué des deux côtés. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a une tension, que c'est un peu compliqué. Mais bon, Noël arrivant, la trêve arrive. Nous, on a terminé finalement notre temps dans cet orphelinat-là. Et on part assez serein, assez confiant en direction de Lima dans un premier temps. Où on rencontre un Français et une Colombienne qui eux vivent là depuis un peu plus d'1 an et demi. Et puis elle est colombienne, mais lui est expat depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et ils nous disent franchement, euh, cool quoi. En plus, vous êtes étranger, il n'y a pas de souci. C'est pas contre vous. Prenez quand même le temps de visiter Wakachina parce que c'est magnifique, Paracas c'est magnifique, aller à Nazca, et puis vous avisez sur la route en fonction des infos qui arrivent, quoi. Donc on repart de Lima assez serein en disant on traîne pas, mais on avance tranquillement. L'enjeu à ce moment-là, on n'était pas forcément hyper d'accord. Anthony, il a envie de tracer. Ok, on trace les choses touristiques qu'on voit sur notre route, on s'y arrête, on le fait vite et on avance, mais on traîne pas. On fait pas de détour. Et moi, j'étais plutôt à dire bon, faudrait voir quand même si on peut pas aller vers Cusco dans les montagnes. C'est quand même dommage de passer à côté. J'avais vraiment envie de quitter la Panaméricaine qui est le long de la côte parce qu'on ne nous sentait pas en sécurité. On avait des amis voyageurs qui s'étaient fait braquer sur cette côte pendant la nuit et du coup, ça me donnait l'envie d'aller vite dans les montagnes pour être plus tranquille, notamment la nuit. Alors, donc bon, finalement, on arrive à trouver un équilibre. On fait les visites de Barracas, on fait les avance, visites de Nazca. on court pas, mais on avance. Et voilà. Et c'est vrai que on a eu ces amis-là qui ont eu ce problème sur la Paname. Ils se sont fait braquer en pleine nuit avec leurs enfants, etc. Donc c'est quand même chaud. Et c'est un retour qu'on a eu régulièrement. C'est des retours qu'on lit dans les guides en disant attention, la Paname, la nuit au sud du Pérou, côté mer, c'est très compliqué.
Et sur l'application iOverlander, là, qu'on utilise beaucoup, autour de Lima et sur la côte, tu as des points rouges tous les 10 km en disant police corrompue, Attaque à main armée. attaque à main armée, etc., etc. Donc, on est quand même ouais, on est un peu Ouais. dans ce truc-là. On sait qu'on est dans l'endroit quasiment de notre périple où il y a plus de tensions, de problématiques la nuit. Donc, d'un côté, Anthony avait envie d'aller vite pour basculer en Bolivie ou au Chili, enfin, en gros, aller le plus au sud. Et moi, j'avais plutôt envie de monter dans les montagnes pour nous ressentir un peu en sécurité. Et en même temps, il y a cette histoire de paro. Et en fait, le truc, c'est que le paro, on le voyait de loin, parce qu'on ne l'avait pas vécu. Et à un moment donné, on passe un village où tout le monde dans les infos nous dit que ce village, il est bloqué. Il y a des C'est la blocages guerre de dingue. civile, quoi. On y passe. À part quelques policiers sur le bord de la route, on ne voit rien. Absolument rien. Donc, tout le monde, tous les Français nous disent ah, attention, vous êtes vers Ica, c'est la guerre civile. Et nous, on répond mais on est à Ica, il se passe absolument rien du tout, quoi. Donc on se dit bon, finalement, est-ce que les informations sont pas montées en épingle? On sait que le bord de mer est tendu et bon, on continue d'avancer. On arrive à Nazca, donc les fameuses lignes mystérieuses là à visiter. Et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue et qu'on quitte le pays ou est-ce qu'on remonte sur Cusco? Et à ce moment-là, on a des amis qui sont à Cusco et qui nous disent écoutez, nous à Cusco, tout le monde annonce des manifs pacifistes. Ils ne veulent plus qu'il y ait de débordement. Ils veulent juste une démission de la présidente en place. Et donc, ça a annoncé quelque chose de très, très, très safe et très calme. On se dit, bon, la Paname, a priori, c'est pas très safe. Et monter sur les montagnes, ça nous semble finalement plus sécurisé. Donc, on se dit, bon, on va quitter le pays en passant par Cusco. Puis, une fois à Cusco, on avise par quelle frontière on passera et on avance. En fait, notre enjeu initialement, c'était de rejoindre Cusco pour ensuite pouvoir tirer sur le lac Titicaca et passer en Bolivie via le lac Titicaca, ce qui était l'itinéraire le plus court. Parce que si on redescendait pour passer par la frontière chilienne, ça faisait un détour énorme. Et c'est un moment où aussi Anthony, dans le voyage. Cusco, ouais. Ouais, une fois qu'on est à Cusco. Et c'est aussi une période du voyage où Anthony il commence à se prendre un peu un speed de waouh, on va jamais rentrer à temps et on va devoir courir toute la fin du voyage et il faut qu'on avance. Et finalement, quand on arrive à Cusco, il y a des policiers qui commencent à nous dire oulala, mais attendez, là les frontières, et puis on a des informations qui commencent à arriver. Attention, les frontières sont fermées maintenant avec la Bolivie. La Bolivie commence à s'embraser, ce qui a priori n'était pas si vrai que ça. Mais en tout cas, il y a une solidarité des Boliviens vis-à-vis des Péruviens. Vous passerez pas. Les frontières de Titicaca, de toute façon, aujourd'hui sont bloquées. Et il y a 30 km de camions qui attendent que ça réouvre. Donc vous passerez pas par Titicaca. Ok. Et le policier nous dit qu'il faut absolument quitter Cusco parce que les manifs vont se tendre et donc on est incapable d'assurer votre sécurité à Cusco, il faut repartir. Donc nous on se dit bon, on va repartir. Cusco c'est quand même un petit bout pour aller jusqu'au Chili. On a des retours en nous disant que la route bord de mer est quand même pas safe du tout. Et on se dit bon, on va aviser, on va quitter Cusco, donc on va revenir un peu en arrière sur l'itinéraire dans les montagnes. Et puis, c'était pas du tout prévu dans notre planning. Et on se dit, mais finalement, allons faire le Machu Picchu. Le Machu Picchu, il est ouvert. Nous, avec le camion, on peut prendre la deuxième route sans prendre le train, parce qu'il était ouvert, fermé. Mais en voiture, on peut faire le tour pour monter par l'autre côté, par Santa Teresa. Allons de ce côté-là. Et donc, on embarque un couple d'amis. On prend la route depuis Cusco. On part assez vite de Cusco, finalement. On roule jusqu'au début de la nuit. On dort au col le plus haut, là, qui est à peu près 4000, avant de redescendre sur Santa Teresa pour faire le Machu Picchu. Et là, le restaurant nous dit oulala, mais faites gaffe, demain vous irez jamais à Santa Teresa, il y a 7 paros sur la route. Et nous on dit bah, il y a 7 paros, il y a 50 km, donc il n'y aura pas 7 blocages, on n'en a jamais vu un. C'est quand même. Jusque-là, on nous en a beaucoup dit, mais c'était que dans les grandes villes. On voyait beaucoup des débris sur la route. On voyait beaucoup des restes d'anciens blocages, ouais, des cailloux. Des cailloux, des arbres, des choses comme ça. On dit bon, de toute façon, on est là, on ne sait pas. Et le lendemain, on reprend la route et effectivement. On rigole un peu. Hein. Quand la dame nous dit ça, on dit ouais, et comme tout le monde, elle dit que c'est horrible, mais elle n'est pas allée voir plus loin que 300 mètres derrière chez elle. Nous, ça fait 2 semaines qu'on nous annonçait un pays bloqué, mais on voyait rien. Et finalement, les frontières étaient bloquées, les grandes villes étaient bloquées. Mais nous, on nous disait, mais on va dans la Pampa, en fait, on va être tranquille, quoi. Et là, effectivement, le lendemain, on prend la route et on tombe sur 7 blocages successifs, avec plus ou moins d'agressivité, plus ou moins de facilité à passer. Des fois, on nous annonce 12 heures d'attente. Bon, c'est un peu la découverte. On met la journée finalement à franchir tous ces blocages-là. C'est nos premiers blocages. On est un peu chaud parce qu'on est énervé d'être bloqué. On comprend pas pourquoi ils bloquent. Ouais, on a du mal à comprendre pourquoi ils bloquent les touristes. Et on découvre. C'est chaque village qui bloque la route devant sa porte. Et en mettant des cailloux, des bouts de bois, des tonneaux. Et puis après, il y a chaque village qui a créé cette sorte d'assemblée générale pour décider à quelle heure ils réouvriront, qui ils laissent passer. C'est hyper démocratique au sein de chaque village, mais il n'y a aucune cohérence globale. Donc en fait, c'est impossible de se projeter sur quoi que ce soit. On découvre qu'en fait, en étant touriste à cet endroit-là, on devient leur ennemi.
du fait d'être touriste, parce que t'es blanc, t'es gringo, t'es forcément un Américain, et donc t'es forcément le mal. Et puis surtout Et qu'on veut passer sur une route que eux bloquent. Donc en fait, on va contre leur volonté. Donc on est persona non grata. c'est ça. Et donc, il y a des blocages plus ou moins tendus. Il y en a un où on reste quand même 4 ou 5 heures en plein soleil avec les enfants, avec plus ou moins d'agressivité. Et là, on se dit, bon, de toute façon, on est entre deux blocages, un demi-tour compliqué, un avance compliqué. On a attendu un moment. Finalement, il y a des voitures de police qui passent régulièrement pour faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe. Donc, on finit par coller une voiture de police pour passer en même temps qu'eux, parce qu'eux pouvaient passer. Donc là, les policiers disent, mais hors de question que vous fassiez ça, vous vous mettez en danger. Et puis nous, on dit, mais hors de question que vous nous laissez là au milieu des barreaux, vous nous aidez à passer, quoi. C'est pas possible de nous laisser là au milieu avec nos enfants, on sait pas dans quelle situation on est, quoi, ça va pas. Donc on finit par tomber sur le truc police qui accepte de nous aider à passer en disant, mais c'est des touristes avec enfants, c'est pas leur problématique ce qui se passe dans notre pays, donc laissez-les passer tranquillement. Et on arrive à sortir de là, on rejoint Santa Teresa, donc vraiment le dernier village pour monter au Machu Picchu. Et puis voilà, finalement, on fait le Machu Picchu sur les 2-3 jours là devant nous, le temps de monter, de redescendre, tout ça. Et quand on redescend du Machu Picchu, il y a quand même un train qui t'emmène à Santa Teresa. Ils nous vendent les billets, et un quart d'heure après, on découvre qu'en fait, il n'y a pas de train parce que de nouveau, les barreaux se sont euh, tendus. Ils ont Ils rebloqué les ont voies. rebloqué les voies avec des cailloux, donc il n'y a plus de train. Donc on rentre à pied, on fait 10 km avec les enfants pour retourner au camion. On retourne à Santa Teresa, et là, c'est le camion qui commence à être brinque-ballant. On a des problèmes de surchauffe, donc les ventilateurs de moteur qui ne marchent plus. On continue d'avancer, là je me rends compte que l'embrayage est en train de complètement nous lâcher. Donc un peu compliqué, on se retrouve avec le camion qui est en train de nous lâcher au milieu des barrages. Et là on met 2 jours, donc on arrive C'est à, le truc de trop. ouais, on arrive à Santa Maria, on tombe sur un ange gardien, on cherche un endroit pour trouver un garagiste. Et on rentre dans une maison, et là tu as un homme qui sort de chez lui qui dit, ah salut, gare-toi là, mais comme si t'attendais depuis toujours, tu sais. Ah, salut, gare-toi là, tiens, je te fais un thé. Ok. Et il nous aide plus ou moins à réparer un peu le camion là pendant 2 jours pour pouvoir aller jusqu'à la grande ville d'après où là il y a des vrais garages. Faut aussi remettre qu'on est dans un contexte où avec ce contexte global de paro, clairement, l'étranger, il est vraiment plus le bienvenu. On commence à se faire refuser de se faire servir dans des restos parce qu'on est, Ça, on est, c'est une, Kiabomba, on est mais une c'est tête juste de, après. de gringo, même avant. Ouais. On est passé dans un petit village avant d'arriver là où Anthony dit le mécano a peine daigné mettre la tête au-dessus du moteur en disant non, ça je sais pas faire. Ouais. On sent on a des groupes d'hommes qui nous toisent de loin, qui se marrent, et on sent qu'à tout moment ça peut dégénérer. Enfin, on est dans un climat qui est assez anxiogène en fait à ce moment-là. On se sent plus les bienvenus pour la première fois du voyage en Ouais. fait, où partout on dit ah super, tu visites mon pays, est-ce que tu aimes notre repas, est-ce que... Et là tout d'un coup tu sens que t'es plus du tout le bienvenu, On est t'es en plus du tout à ta place, quoi. survigilance sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, notre façon d'être. On est très attentif, être très souriant avec les gens. On fait très attention à ce que les enfants ne partent pas trop loin tout seuls, plus que d'habitude. C'est un climat de tension qui commence à augmenter. Mais Les à autres- ce moment-là, vous avez peur? On n'a pas peur, mais on est très vigilant parce qu'on sent que le climat est en train de tourner. Ouais, et puis on sent qu'on est en train de se faire piéger en fait. C'est-à-dire Ouais. que tu es au milieu des montagnes, ça commence à se bloquer partout autour. Et on se dit, eh ben, finalement, mince, quand on était à Nazca, on aurait mieux fait de filer de sortir au Chili, et maintenant on commence à être piégé, quoi. Alors que quand on était à Nazca, les informations nous disaient, vous serez plus en sécurité en montagne. Donc on se dit, mince, finalement, bah, on a fait le choix qui nous semblait le meilleur, et avec le recul, c'était pas forcément le meilleur. Bref, on arrive à rejoindre la première grande ville après Machu, donc, qui est Kiabamba. On trouve un garagiste plutôt sympathique qui accepte de prendre le camion. On découvre que l'embrayage est complètement flingué et qu'il ne nous avancera plus du tout. On a un Peugeot, les Peugeot ça ne court pas les rues ici, donc il faut faire venir une pièce de France. Et donc pour le coup ici, ils ont quand même le sens de la bricole qu'on a un peu perdu chez nous. Et donc ils arrivent à faire une réparation de fortune sur l'embrayage pour qu'il puisse tenir quelques mois, quoi. Donc là, on est toujours avec celui-là, on attend toujours 2 pièces. Mais voilà, il nous permet, au bout de 3-4 jours, de repartir de Kiabamba. Mais le temps qu'on va vivre à Kiabamba va être incroyable. On est obligé d'aller dormir à l'hôtel. Et quand on sort, il y a des manifs qui passent toute la journée, Ils tournent dans la ville. on Et à chaque continue. fois qu'une manif passe, tu vois tous les volets roulants métalliques qui sont fermés dans les magasins. Tu sens qu'il y a un peu de tension entre les différents manifestants, les pros, les anti, etc. Et nous, on sent qu'en étant blanc à cet endroit-là, on n'est pas forcément en danger, mais on n'est vraiment pas à notre place du tout, quoi. C'est Franchement, la pas les première fois bienvenus. du voyage où on se fait traiter
D'habitude, les gens nous appellent gringo de manière plutôt affectueuse. Là, on se fait traiter de gringo. C'est-à-dire, on croise un gars, je suis la première à passer sur le trottoir, il crache par terre en disant ah, gringo. Et il refait pareil pour Anthony 20 mètres après. Et j'ai waouh, ok, on a passé un cap. On n'était pas dans ce genre de situation jusque-là. Pour nous, c'est la première fois qu'on vit une situation de discrimination. Alors, c'est intéressant socialement, Ouais. mais c'est la première fois qu'on le vit et on se dit waouh, en fait, il ne faut pas qu'on fasse les malins là. Parce qu'au début, notre première réaction, c'est de vouloir être un peu chaud. On se dit mais en fait, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'insultes? Je t'ai rien fait. Et puis bon, alors évidemment, on est avec les enfants, donc on dit rien. Ça bouillonne, mais on dit rien. Et en fait, au fil des jours qui passent, on dit en fait, il faut juste qu'on fasse profil bas parce que si ça part un peu en vrille, on a les enfants derrière, faut pas qu'on fasse les offres. Pourquoi ils bloquent les villages et pourquoi ils en ont après les blancs, quoi? Alors, c'est une réponse qu'on s'est beaucoup posée pendant 3 semaines, parce qu'on a été bloqué quasiment 3 semaines. C'est une réponse qu'on a cherché, on l'a toujours pas aujourd'hui. Et personne ne sait. Une stratégie de guerre, c'est d'aller assiéger l'autre. Et eux, ils s'assiègent eux-mêmes. Et donc, c'est extraordinaire. Et on va t'expliquer après, on est arrivé, mais on arrive dans un village où il explique que comme ils se sont auto-assiégés, ils manquent, ils ont plus d'œufs. Il reste dans les tiendas des oignons, des carottes, des patates. Et ça fait des semaines que ça dure. Donc ils empêchent le gaz de passer, mais du coup ils ont plus de gaz, mais bon ils cuisinent, ils font des feux par terre. Ils empêchent l'essence de passer, mais du coup l'essence devient denrée rare pour eux-mêmes. Et donc nous on leur dit, mais vous vous rendez compte que vos stratégies pour faire démissionner un gouvernement, c'est que vous êtes en train de vous assécher vous-même. À- Aller à Lima, enfin, nous les gens en France quand ils veulent faire quelque chose, ils vont à Paris. Ils vont pas dans leur Et tu village. t'auto-bloques pas? Ouais, c'est très s'auto-bloquent pas. bizarre. Et en fait, ce qu'on découvre avec le temps, parce que du coup, on part de Kiabamba avec, avec Pierre et Nomi, là, le couple d'amis avec qui on était, qu'on avait embarqué. On fait le choix de partir de Kiabamba pour essayer de rejoindre Titicaca, parce qu'on a l'information que de l'autre côté du lac de Titicaca, en fait, il y a des pistes qui permettent de passer et des douanes absolument inconnues qui ne sont pas sur les cartes, mais qui existent et qui permettent de passer. En fait, on a passé énormément de temps à faire de la cartographie, évidemment, à voir tous les chemins possibles pour passer. Il n'y en a pas des tonnes. Et au bout d'un moment, on a une info d'une famille qui a réussi à passer avec son 4x4 au nord de Titicaca. Ils ont dit que c'était dur, c'était laborieux. C'est long. C'est long, mais on a mis 4 jours et on a réussi à passer. Donc on se dit, ouais, en fait, il y a une ouverture. C'est pas entièrement bloqué comme tout le monde le dit. Alors que la frontière chilienne est absolument atteignable et que la frontière habituelle de Titicaca par Puno et Copacabana, elle est saturée, elle est fermée et elle est impossible. Donc à ce moment-là, on se dit, moi au départ, le choix, c'est-à-dire on remonte, tant pis, on change complètement de jeu, on repart, on refait l'équateur, on remonte en Colombie, et puis tant pis, finalement, c'est très bien comme ça. Sauf que depuis Kiabamba, les gens nous disent, attendez, si vous retournez à Cusco, la route elle est difficile, mais pour retourner au nord, la route elle est plus possible. Ils ont cassé la route. Si tu Au veux, fur et à mesure du temps, ça se bloquait de plus en plus dans les zones où avant c'était pas le cas. Donc on se retrouve vraiment un peu pris au piège et on n'a pas 50 options. Donc les informations, puis il y a beaucoup de réseaux de Français finalement en Amérique du Sud, et là on a appris par Facebook, par les différents WhatsApp, à dire t'es où, comment ça se passe chez toi. Et effectivement, les informations des gens qui sont sur place nous disent ah mais vous ne pourrez pas repartir par le nord depuis là où vous êtes, les routes sont plus du tout accessibles, donc la seule solution c'est plutôt de retourner sur direction de Cusco et de Cusco, soit abandonner le camion, prendre un avion et quitter le pays, soit les Français qui sont passés nous ont dit bah voilà, par le nord de Titicaca, de Cusco à cet endroit-là, nous on a mis 4 jours, il y a beaucoup de paros, il faut discuter calmement, et blocage par blocage, tu arrives à avancer tranquillement et tu sors. Donc on fait ce choix-là, on repart direction de Cusco, on laisse Pierre et Naomi, donc on roule toute la nuit sur les conseils des gens locaux, à l'inverse de ce que nous dit l'ambassade. Les gens nous disent les paros s'arrêtent entre 22h, entre 20h et minuit, en gros les paros s'arrêtent, et ils reprennent entre 4h et 8h selon les endroits. Donc vous roulez la nuit, c'est votre meilleure chance d'avancer. On quitte Kiabamba, on repasse par le Machu Picchu. Alors là, on passe un cap en termes de sécurité routière. Ouais, les enfants dorment à l'arrière, enfin c'est scandale. Je dors quelques heures à l'arrière du camion pendant qu'on conduit, c'est quand même hyper particulier. On tombe sur le premier blocage qu'on avait eu à l'aller, et là on tombe sur une leader du blocage de toute la région qui dit non, mais nous ici on a dicté une règle, c'est que les touristes, c'est pas leur combat, donc les touristes, il n'y a pas de raison qu'ils passent pas, et encore plus quand il y a des familles. Donc vous passez, et sur tous les paros de la région, s'il y a un problème, vous m'appelez et je vous débloque. Et là, les 7 blocages qu'on avait à l'aller, on avait mis une journée, on les a dépassés en 2 heures. On est passé partout, très vite, ça a été ouvert. Effectivement, l'information est passée, les touristes et les familles passent. Donc on se dit cool, mais dans 2 jours, on a quitté le pays à ce compte-là. Mais en fait, non, c'était que cette région-là. Et en fait, on découvre après que chaque communauté, donc des fois dans un village, tu as 6, 7, 8 communautés différentes. Chaque communauté dicte ses propres règles sur son propre blocage.
Donc des fois, tu as 3 blocages en 100 mètres. Des fois, chaque communauté a son jour de blocage. Il n'y a pas de règle en fait. On avance toute la nuit, on dépose Pierre et Noémie à proximité de Cusco. Parce qu'eux, ils voulaient repartir en avion. Eux, ils n'avaient pas la problématique du camion à sortir du pays. Pour eux, c'était plus facile à ce moment-là. À ce moment-là, le backpacker, c'est plus simple. Et puis on se donne rendez-vous à La Paz en disant le premier arrivé a gagné, quoi. Donc, ils partent pour prendre l'avion. Finalement, ils vont mettre 4 jours à réussir à quitter le pays en avion. Il faut qu'ils passent par Lima. Les aéroports sont ouverts puis fermés. Ça leur coûte une fortune. L'aéroport d'Arequipa, ils sont allés casser l'antenne qui est nécessaire au fonctionnement de l'aéroport. Donc je crois qu'il a toujours pas réouvert parce que l'antenne aujourd'hui, ils l'ont pas reconstruite. Et c'est la grosse problématique de l'aéroport de Cusco. C'est pour ça qu'ils ouvrent et qu'ils ferment, c'est qu'ils ne veulent pas se faire détruire l'aéroport. Donc dès qu'il y a le moindre risque, ils le ferment pendant 3-4 jours. Donc voilà, ils ont mis du temps à réussir à quitter, ils ont mis 4 jours à réussir à quitter, et nous on continue la route, et en fait on se retrouve dans blocage sur blocage, on en fait une 50aine dans une journée. C'est épuisant. À chaque blocage, il faut faire ce qu'ils appellent des supplications, donc tu vas pleurnicher pour expliquer pourquoi est-ce que tu veux passer. Viene mamita para hacer tu suplicación. Viene. Donc tu vas supplier, après il faut une assemblée générale pour voir s'ils te laissent passer ou pas, parce que de toute façon ils ont décidé que ce serait que le soir, mais c'est le matin, ils t'expliquent que tu as des enfants. Il y a un truc qu'on n'a pas expliqué. C'est qu'entre-temps, on a compris à force de discussion que les ambulances passent dans la majorité des blocages, les policiers passent, et si tu as une urgence médicale et que tu peux le prouver, ils te laissent passer. Donc nous, je contacte différents proches médecins et je leur demande de me faire un faux certificat médical. L'histoire, ce sera que Gaspard a un problème cardiaque et qu'il faut aller, en plus Gaspard le petit blond, bref, on s'est dit que ça allait faire pleurer dans les chaumières. Et qu'il faut qu'il aille voir un spécialiste en urgence à La Paz, en Bolivie. On explique que la seule urgence pédiatrique cardiologique, c'est La Paz, il n'y en a pas du tout au Pérou, et donc il y a un risque vital pour notre enfant. C'est le seul moyen pour faire lever les blocages. Donc en fait, à chaque blocage, ce qui se passe, c'est que Anthony s'arrête à 100-150 mètres du blocage pour ne pas exposer le camion aux jets de pierre, etc., parce qu'il y en a. Moi, je vais à pied, je vais discuter avec les gens. Et c'est là où je dis qu'on n'a pas de problème de sécurité vitale. Parce que du moment que j'arrive seule, je viens discuter avec les gens, ils écoutent, ils sont très à l'écoute de ce qu'on leur dit. Après, des fois, ils ne sont pas d'accord entre eux, des fois, il y en a qui veulent passer, d'autres pas. Donc, en général, j'arrive, j'explique, je fais ma supplication. J'explique qu'on a besoin de passer. Alors, ils me disaient, oh, d'accord, vous pourrez passer dans 1 heure. Je fais, mais ce qu'il y a, c'est que si on s'arrête tous les 500 mètres pendant 1 heure, on ne sera pas à La Paz, en Bolivie, pour notre urgence médicale avant très longtemps. Donc, vous savez, tous les autres barrages avant nous ont laissé passer. Est-ce que vous pouvez nous laisser passer, s'il vous plaît? Je montre le certificat médical de Gaspard. Il me demande de comparer avec son passeport. Souvent, il y en a qui viennent vérifier dans le camion qu'on ne transporte pas d'autres personnes. Il veut surtout voir si on transporte il nous demande si on transporte des locaux. Tu vois, donc il est impossible de transporter des locaux. Donc, bref. On enchaîne tous les barrages. Alors, il y a des fois, on tombe sur des gens intelligents, des fois, on tombe sur des gens complètement butés, parfois, ils s'engueulent entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a eu des énormes tensions entre eux parfois parce que certains disaient, mais non, c'est bloqué pour tout le monde, donc ils ne passent pas. Et puis d'autres disaient, mais attendez, en fait, on a un blocage contre le gouvernement, mais on n'est pas des animaux, on est humains, donc là, il y a un problème médical, donc ils vont passer. Donc on a fini par, pendant plusieurs jours, raconter cette histoire-là, puis à chaque fois en disant, mais je ne comprends pas, vous êtes le premier à ne pas nous laisser passer, tous les autres ont compris, pas vous. Jusqu'à ce qu'on arrive à un blocage beaucoup plus tendu que les autres, où même l'ambulance passe pas, l'ambulancier sort pour commencer à prendre des photos pour prouver que l'ambulance passe pas alors qu'il y avait le gyrophare, et là ils le prennent, ils le jettent par terre, ils lui jettent 2-3 cailloux, etc. Et là on s'est dit waouh, ok, en fait non, ici on va pas jouer, ça passera pas, je pense que là ça y est, on est vraiment dans un cul-de-sac, on va attendre que ça passe, et alors faut marquer vive le paro sur la voiture, ce qui me gonfle un peu, mais on finit par accepter de le faire sur une feuille, enfin voilà, c'est un peu compliqué. On croise un local qui parlait français, qui nous dit mais prenez les chemins de traverse, vous irez beaucoup mieux. Mais bon, nous on sait que le camion il est quand même, à ce moment-là, il est pas très fiable. On se dit mais si on passe par un chemin de traverse et qu'on a un pépin, en fait, on n'a rien gagné, donc non, on reste sur la panne. Enfin, t'as 1000 décisions à prendre qui sont quand même assez engageantes, et tu dis mais coûte que coûte, il faut pas qu'on soit bloqué quelque part, il faut pas qu'on se mette en danger, parce qu'on voit que finalement ça peut quand même se monter d'un cran en tension, donc on monte vraiment d'un cran en vigilance, quoi. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, à ce moment-là, ça c'est plutôt moi qui le vis, parce qu'Anthony est derrière avec le camion. À chaque fois que j'arrive, si j'arrive à planter mon regard dans les yeux en général, j'essaye de chercher un peu le leader du groupe pour lui expliquer. Après, je fais ma supplication dans tout le groupe, et ensuite, si j'ai réussi à planter mon regard dans les yeux d'un des leaders du groupe, et que le regard, il l'a tenu, il l'a assumé, je sais que ça passera et qu'on ne sera pas en danger. Et il y a
très peu d'endroits, mais il y en a eu 2-3 au total, où les gars n'acceptaient pas de me regarder. Ils laissaient pas, toujours ils tournaient le regard et ils partaient quand je leur parlais. Et là, c'est les endroits où on a dit, là, faut soit on attend, soit on fait demi-tour et on trouve une autre route. Ça, c'est pas possible, ça passera pas et on sera en danger. Mais sinon, du moment que les gens ils avaient soutenu le regard, on savait que au pire, on attendrait un peu, mais pas plus. Et on a remarqué, finalement, les leaders, c'est souvent les hommes, c'est eux qui sont un peu chefs de la communauté, mais les décisions viennent des femmes. C'est elles qui disent oui, il passe, non, il passe pas, puis finalement, tout le monde bascule sur le oui ou sur le non. C'est très matriarcal dans ces communautés andines au Pérou. Ouais. Il y a aussi cette réalité-là, c'est qu'on est monté dans les montagnes et que pour la première fois, on est confronté, on est en rencontre avec une population indigène. On se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes cultures, pas du tout les mêmes codes, pas du tout les mêmes réalités, pas du tout les mêmes vies. Et donc, expliquer notre situation, on se rend compte qu'il y a zéro capacité d'empathie. Et donc, réussir à les projeter dans le fait que nous, il y a un problème médical, c'est très très compliqué à le faire comprendre. Et il faut trouver la personne qui a un peu de poids dans la communauté et qui a un peu de cœur en disant bon, le petit blond qui est là, c'est pas son problème en fait que notre président démissionne pas. Donc on cherche un peu cette personne-là partout où on arrive pour essayer de faire basculer le fait que ça s'ouvre un peu plus vite. On finit par avancer toute la journée avec plus ou moins de tension et on arrive, la nuit commence à tomber. Nous, on est décidé à rouler pour sortir au plus vite. On a fait toute une nuit, toute une journée, on a dormi 2-3 heures, quand on est vraiment fatigué et on arrive à un endroit, donc on a 2-3 blocages bien costauds, mais on passe. Et on arrive à un endroit où, sur 500 mètres, il y a 3 communautés qui bloquent successivement. Donc, il faut convaincre les 3 d'ouvrir en même temps. Il commence à faire bien nuit. Moi, je suis bien fatigué et bien tendu. Je suis très énervé de la situation parce que elle est injuste et que c'est pas notre histoire et que on a très peu mangé, très peu dormi. Enfin voilà, on est vraiment fatigué. C'est le soir et ils sont super alcoolisés. Ils sont très alcoolisés. Il y a des feux de pneus partout. Enfin voilà, c'est une situation où on a l'impression d'arriver dans un genre de guerre civile, quoi, dans ce qu'on est en train de vivre, quoi. On arrive à cet endroit-là. Là, Annecy, elle met longtemps à réussir à convaincre d'ouvrir les 3 endroits. En fait, je mets longtemps à comprendre déjà que sur en 300 mètres, il y a 3 blocages de 3 communautés différentes. Donc chaque fois, là, les communautés me renvoient à la suivante. En me disant oui, mais demandez à l'autre ce qu'ils en pensent. Mais en fait, il n'y a pas un interlocuteur, c'est mortel. Puis il fait nuit, donc c'est compliqué de capter le regard des gens. Je suis hyper vigilante parce que je me dis il y en a qui ont bu, mais ça se trouve il y en a qui sont drogués. Je fais hyper gaffe, mais il y en a pas mal qui sont cagoulés, donc on ne sait pas trop à qui on parle. Ouais. C'est un peu anxiogène. Ils mettent des cagoules, ils ont autour du cou tous des genres de fouets qu'ils utilisent pour les lamas ou pour les bêtes. De temps en temps, ils s'amusent à faire claquer les fouets autour de toi. C'est trop bizarre comme ambiance. On a reçu des informations de gens qui disaient non, on s'est fait caillasser nos camions, donc on se dit ouais, quand même, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Et là, Annecy, elle part, il commence à faire nuit, les enfants commencent à être intenables parce qu'on a mal mangé, mal dormi. Et je perds Annecy de vue pendant, je sais pas, 20 minutes, quoi. Donc, c'est stressant, quoi. Et finalement, elle revient en me disant démarre. Alors, dans ces cas-là, on démarre, on avance, on refait une supplication pour qu'ils ouvrent. Et je mets la marche arrière, et là, clac, il y a un truc qui casse. Et en fait, je peux reculer, je peux plus avancer, je peux plus changer les vitesses, le levier de vitesse a lâché. Et je me dis, waouh, on vient de péter la boîte de vitesse, c'est un Peugeot, la boîte de vitesse, c'est impossible qu'elle arrive ici. Et puis on n'est vraiment pas au bon endroit pour que ça lâche, quoi. Les gens sont alcoolisés au possible, il y a du feu partout. Et là, je dis non, mais en fait, là, c'est l'enfer, ça y est, on est au milieu de l'enfer. Et Lando, il pète un câble, il s'énerve, il gueule. Ce qu'ils font pas ici, les gars, et je pense qu'ils s'énervent jamais en gueulant. Et du coup, ça leur fait bizarre. Je pense qu'ils comprennent pas. Ils sont choqués de dire mais pourquoi le mec me crie dessus, quoi. Et finalement, on a un ange gardien qui monte. Je fais monter quelqu'un qui me dit mais vas-y, mais regarde, mets-toi à ma place, regarde, le levier de vitesse, il est mou, il n'y a plus rien en fait. Donc je pense à lui crier dessus à lui. Il disait arrête-toi, moi je suis bloqué comme toi, en fait, je vais t'aider. Et lui, il prend. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux m'aider? J'ai pété ma boîte de vitesse, je suis foutu en fait. Et lui, finalement, il y a un camion à côté, mais il refuse que les professionnels passent. Les pros, ils ne passent pas. Les camions, des fois, on en a croisé, ça faisait 10 jours qu'ils étaient au même endroit, quoi. Particulier, tu passes, mais pro, c'est impossible. Ok. Et lui, avec sa petite voiture, va finalement nous tracter pour nous faire avec sortir du blocage. Nous, on doit être à 3 tonnes 2, 3 tonnes 5. Lui, il a une petite voiture. Il nous fait sortir du blocage. Et finalement, il voulait que je vienne avec lui. Il me dit non, on ne se sépare pas ici. Donc il est hyper sympa, il va chercher un garagiste qui revient avec son camion au milieu de la nuit, qui nous tracte jusqu'à chez lui, et en regardant, il nous dit non, mais c'est pas ta boîte de vitesse, elle marche très bien, c'est juste la vis qui fait le lien entre ta boîte de vitesse et ton levier de vitesse, donc c'est juste une vis qui a cassé. Donc là, ça va mieux. Et en fait, on était aussi tendu parce que le village d'avant, ou 2-3 heures plus tôt, on s'était fait crever le pneu par une communauté. D'habitude, ils sont fixes, et puis toi, tu arrives vers eux, tu discutes. Eux, quand on s'est arrêté, ils sont venus vers nous.
Et en fait, ils nous ont crevé les pneus. Ils sont venus avec un pic, ils nous ont piqué les pneus, ils nous ont crevé un pneu. Donc j'étais déjà très tendu parce que il a fallu changer le pneu. Heureusement, un camion est venu, il nous a aidés. Enfin, voilà, j'étais vraiment sous tension, quoi. On avait un pneu qui était sous notre lit. Enfin, donc on arrive chez ce garagiste plutôt sympathique. On passe la nuit là. On est dans un petit village tranquille. Le lendemain, en 1 heure et demie, on a réparé le pneu, on a réparé la vis. Donc de nouveau, le camion est capable de rouler. Clairement, on a perdu confiance dans le camion, donc c'est compliqué. On est déboîté. On est épuisé, mais on est au bout de notre fatigue. On est à 3004 d'altitude à cet endroit-là, donc on est assez haut en altitude, on est monté un peu vite. Donc on est essoufflé, on est épuisé, on a des vertiges. On dit bon, ok, stop. Là, on voit que ça s'est tendu partout. On va rester là une journée, on va manger, on va faire des courses, on va refaire le plein. Entre-temps, on était en lien avec l'ambassade qui nous a fait la morale comme des enfants, mais de manière imbue, mais horrible. On dit ok, stop, on se pose, on se repose, on remet les enfants dans un cocon de joie et de bonne humeur, on refait le plein d'essence, d'eau, de nourriture et on avise. Et là, l'ambassade nous envoie des messages. On est en lien avec une personne de l'ambassade qui nous envoie beaucoup de messages en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des inconscients. L'ambassade vous dit de pas bouger. Pourquoi vous bougez? Ne bougez surtout plus. Faites plus rien. Mettez vos sécurités et arrêtez vos bêtises quoi, comme des enfants. Donc on adore. Et puis bon voilà. Ah, on adore, mais en fait, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc à la fois, on se dit est-ce qu'il faut qu'on les écoute? Est-ce que de toute façon, c'est démoralisateur? Avec du recul, on se rend compte qu'il ne fallait pas les écouter. Mais sur le moment, en fait, c'est pas si facile à se dire je prends pas en compte. Et en fait, ce qui nous a fait tiquer à un moment donné, c'est se dire mais en fait, on a beaucoup plus d'informations nous, en étant en lien avec plein de communautés de voyageurs, d'expats, etc. Et en communiquant avec les gens sur place, que eux, en fait, qui envoient leur mail. Et à part ce qu'ils envoient par mail, et les informations officielles du gouvernement péruvien, ils n'ont rien d'autre. Et puis ils envoient une carte interactive des blocages, mais qui n'est pas fiable. Tu n'as pas un dixième qui sont marqués dessus. Donc c'est vraiment loin de la réalité. On reste dans ce village quelques jours, et là tout le monde nous dit un peu la même chose. Attention, plus vous avancez direction Titicaca, plus c'est tendu, plus c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de morts, le nombre de morts s'empile un peu tous les jours, mais c'est dans les manifs, c'est pas les blocages. Donc on se dit bon, les tensions qui sont dangereuses, a priori, sont plutôt dans les manifs. Mais moi, je me retrouve dans la situation en disant, mais en étant père de famille, est-ce que tu fais le choix de continuer d'avancer et de potentiellement d'aller de plus en plus vers du danger, et auquel cas, tu peux plus assumer ton rôle de protéger ta famille? Est-ce que tu fais demi-tour et tu vas à Cusco et finalement tu prends l'avion et tu abandonnes ton camion? Mais dans ce cadre-là, pour nous, abandonner le camion, on a cherché plein de moyens d'aller ailleurs, de revenir, etc. Et en fait, la conclusion, c'est non, si on arrive à Cusco pour prendre un avion, c'est qu'on rentre en France, que le projet s'arrête. Et on n'est pas sûr de retrouver le camion. Et le camion, a priori, on ne le retrouvera pas parce qu'on ne peut pas faire les papiers pour le laisser ici. Et puis financièrement, je ne suis pas sûr qu'on pourra s'amuser à revenir en avion, le rechercher, retourner à un port pour reprendre la bateau. Donc potentiellement, le projet s'arrête et on abandonne tout, quoi. Du coup, on envisage tout. Non, mais c'est pas grave, on rentre, on va faire les chemins de Saint-Jacques, on prend des ânes et on fait les chemins de Saint-Jacques. Non, mais sinon, on prend nos vélos et on fait la Via Rona. Enfin, le champ des possibles. Le champ des possibles en disant, il faut qu'on quitte ça et qu'on remette nos enfants dans un cocon sécurisé de joie, quoi. Ça faisait quand même une bonne dizaine de jours que les enfants, franchement, ils prenaient sur eux. Alors, on leur mettait des films dans le camion. Des fois, on les laissait derrière pendant les blocages pour pas qu'ils soient au milieu de la détention. Mais en fait, concrètement, on faisait pas 3 repas par jour, on mangeait des barres chocolatées tout le temps. Enfin, bref, on avait un espèce de non-rythme. C'était épuisant. Et les enfants, ils ont beaucoup pris sur eux. Ils ont été vraiment sympas. Mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, on allait le payer et que pour eux, c'était pas bon. Il fallait qu'on sorte de ça. On s'est dit stop, là, on se repose. Et donc, il y a un moment où on va faire notre lessive là, dans un ruisseau. Et puis, il y a la famille qui habite à côté qui nous voit faire nos lessives là, qui disent non, mais venez faire les lessives chez nous, posez votre camion dans notre jardin, et puis vous restez. On a un robinet, c'est pas une machine, c'est un robinet. Vous restez là quelques jours, et puis vous repartez derrière. Et donc, on se pose chez eux, on sympathise avec eux, et on se rend compte qu'ils sont très sympathiques, et qu'eux font le paro comme tout le monde. Mais pour autant, ils nous invitent le samedi soir à faire la fête avec eux, donc on joue au volley toute l'après-midi. Le soir, ils boivent des quantités d'alcool absolument astronomiques, ils finissent tous complètement caisse. Alors ils sont à la bière et à la feuille de coca en permanence. Ils sont en rond, ils mâchent de la coca, t'as un verre qui tourne, donc t'as des morceaux de mâchonnage de coca sur le verre, mais c'est à toi de boire. Et tu te dis, mais je suis en train de devenir copain avec mes bourreaux, en fait, c'est eux qui m'empêchent de passer, et que longtemps m'invitent à boire des bières chez eux. T'es schizophrène. Donc, ouais, il y a un moment, tu dis, je suis schizophrène, en fait. Je deviens fou. Et bon, on discute avec eux, et eux nous disent, mais effectivement, c'est mieux de rouler la nuit après 17h. Le plus gros barrage, il est juste le village d'après, à Sikwani.
Là, pour passer, ça va être très compliqué, donc il faut que vous passiez la nuit, ce sera plus simple de passer là-bas la nuit. Euh, mais de toute façon, plus vous allez à Puno, plus c'est compliqué. Puis on croise beaucoup de gens à pied, et tu as l'impression d'être dans une guerre civile. Tu as tous les gens à pied avec leur sac à dos qui disent: ah bah je vais faire 300 bornes, il m'en reste 200 pour aller à Cusco. Donc c'est fou. Tous les matins, moi, je me lève, je vais voir, tiens, bah, aujourd'hui il n'y a pas Paro, tiens, aujourd'hui il n'y a pas Paro. Et Il n'y a bon, aucune cohérence, aucune régularité. C'est très compliqué de se projeter. et moi, il y a un moment donné où je me dis, de toute façon, ici, ils nous disent qu'ils lâcheront pas tant qu'elle démissionnera pas, la présidente. On sait qu'elle ne bougera pas parce que tout ce qu'elle envoie dans les médias, c'est que Voilà. Et donc, elle ne lâchera pas. la situation va pas s'arranger. Et aujourd'hui, potentiellement, si on avance, on ne sait pas, mais peut-être qu'on va vers plus de danger. Donc, je prends la décision de dire, tant pis, la sécurité d'abord, on retourne à Cusco, on abandonne le camion, on rentre en France, et puis advienne que pourra. Tant pis, on se met en sécurité. Sauf que pour aller à Cusco, il faut refaire tous les barrages qu'on avait fait à l'aller dans l'autre sens. Et là, tu dis, ouais, mais alors finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la décision d'abandonner tout, mais on va se laisser quand même une semaine bah, pour voir, quoi, parce que ça sert à rien de retourner dans tous les paros. Pour laisser le camion, il faut qu'on trouve un endroit, il faut qu'on fasse les papiers. Annecy passe beaucoup de temps à chercher comment faire, c'est très compliqué. Et finalement, on se dit, bon, si c'est pour rentrer en France, on n'est pas pressé. Ici, on est en sécurité, on reste là quelques jours. De fil à aiguille, on nous donne le contact du consulat français à La Paz, et puis on nous donne surtout le contact d'un ancien salarié de l'ambassade française en Bolivie, qui lui maintenant est dans le privé, et on échange beaucoup avec lui, et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas dans une situation d'ambassade, et donc Pas moralisateur. qui n'est pas moralisateur, et dont l'objectif premier n'est pas à tout prix qu'il ne se passe rien, mais qui dit oui, moi j'ai beaucoup voyagé, et je comprends la situation dans laquelle vous êtes, vous devez sortir du pays. Donc, soyez un peu avisés, ne partez jamais seul, faites-vous accompagner, prenez les bonnes infos, recoupez vos infos. Il nous rassure un peu sur ce qui nous semblait logique et qui était plutôt d'avancer tranquillement, quoi. Et finalement, on discute avec Pedro, donc le papa de la famille où on est logé, notre hôte, qui m'a fait des déclarations d'amour quand il était complètement sous la veille. Enfin voilà. On fait partie de leur famille. C'est mon frère. Oui, mais je suis ton frère, mais tu m'empêches d'avancer, donc c'est quand même bizarre. Et Pedro, un jour, il me dit le soir, mais il me le dit un peu à demi-mot, un peu dérangé. Il me dit, écoute, on est lundi. Il me dit, écoute, mercredi, il y a une trêve. Je dis, attends, Pedro, tu te rends compte ce que tu me dis? Si mercredi, il y a une trêve, on sort, quoi. On n'est pas très loin de la frontière. Donc, est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis? Parce que si c'est ça, on prépare tout, on part, quoi. C'est le seul qui nous le dit. Tous les gens à qui on demande disent non, 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 il n'y a pas de trêve. C'est Et chaud. donc, Ouais. lui, il appelle un peu tous ses copains des villages qui vont jusqu'à Titicaca. Ils appellent devant moi un par un au haut-parleur. Est-ce que tu me confirmes que chez vous, vous faites la trêve mercredi? Oui. Ils appellent tous un par un jusqu'à Puno. Est-ce que tu me confirmes que dans la région de Puno, vous faites une trêve mercredi? Oui. Donc on met, je pense, ça met 1 heure et demie à bien comprendre ce qu'il nous raconte, bien vérifier qu'on a compris. Il appelle tout le monde. Donc on dit, ok, donc tu me dis mercredi, il y a une trêve, donc qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, tu pars mardi soir, parce que si Poigny va être compliqué à passer, tu roules mercredi et vous sortez comme ça. Ok, ben on s'en remet à toi. T'avais combien d'heures de route là pour passer la frontière? Il restait à peu près 200 Ouais, bornes. c'était pas énorme en Ça, fait. 200 bornes de route. Non, c'est rien du tout. Mais de route de montagne plus ou moins, donc tu dis, allez, on en a pour 10-12 heures. Non, Donc, mais tu dis, ça 200, passe. 200 bornes, non, on en avait pour 6 heures, je crois. Le Google Maps nous disait 6 heures. 10 heures frontière, je crois. Mais simplement, quand tu as un barrage tous les 500 mètres, et ben, ça peut te prendre 10 jours. Quoi. 4 jours. Enfin, Donc on avait eu un Péruvien qui nous avait beaucoup aidé à Kiabamba, qui nous dit, ah bah écoutez, moi je prends la route, je dois passer à Puno, donc on dit, bah écoute, c'est cool. je vous récupère, on fait route ensemble. On fait route ensemble. Donc on prend rendez-vous, mardi soir, on se retrouve ensemble sur la route, on avance ensemble, et puis on se quitte à Puno. Nous, on passe par le nord du lac, qui est quand même plus safe, et puis lui, il repartait après sur la mer. Donc on l'informe que la trêve est annoncée. Ok, super, donc on se donne rendez-vous, et puis finalement, nous on se dit, bon, on va pas l'attendre bêtement ici, on va aller à Sipoani quand même, qui est le village à 20 bornes. La réalité aussi, c'est que nous, on avait passé quelques jours à attendre dans ce village, à San Pedro, mais en fait, il n'y avait plus grand-chose à manger. Nous, nos réserves de camions ont commencé à s'épuiser. On mangeait en réalité du riz et des œufs à chaque repas. On n'avait plus d'aliments, les tiendas étaient vides, et on n'avait plus d'argent. Il n'y avait pas de quoi retirer à San Pedro. Donc on était obligé de bouger dans une ville où on pouvait retirer, parce que nous, on retire qu'en Western Union avec nos cartes bancaires, c'est compliqué. Donc du coup, on est un peu dépendant des grosses villes. Et là, on arrive au bout de nos réserves. Donc on fait un message à l'ambassade en disant, nous vous informons que nous n'avons plus à manger, que les tiendas sont vides et qu'on n'a plus d'argent. Nous faisons le choix de tenter de quitter le pays parce qu'on a reçu la confirmation par beaucoup de monde. Il y a une trêve officieuse mercredi. La réponse de l'ambassadeur m'a rendu hystérique. Au premier lieu, il nous dit, il n'y a pas de trêve annoncée. On dit, oui, on sait qu'il n'y a pas de trêve annoncée, mais nous, on sait qu'ils sont en train de s'auto-assiéger et qu'en fait, les tiendas sont vides et qu'ils vont laisser passer tous les camions parce qu'il faut qu'ils puissent se ravitailler eux-mêmes. Donc, on sait qu'il y a de fortes chances que cette trêve ait lieu. Et donc, on lui dit qu'on va rouler la nuit.
Et sa réponse, qui m'a rendue hystérique, parce que depuis le début, j'étais très contenue sur ses réponses, parce que je me disais, il faut rester correct, il faut garder une bonne relation, il faut avoir de la courtoisie avec lui, parce qu'on ne sait jamais. Et là, je craque. Sa seule réponse, ce sera je me permets de vous informer que dans la région de Puno, il y a un couvre-feu entre 8h du soir et 4h du matin. En fait, mais je m'en fous de ton couvre-feu qu'il y a un flic qui essaye de m'arrêter au milieu de la nuit, ils ont bien autre chose à faire. C'est quand même du gros délire. L'ambassade française n'a réussi qu'à nous donner des règles. Mais en fait, on n'est plus sous couvert de aucune règle. En fait, plus personne ne respecte aucune règle. Donc, nous, c'est de la même façon. On va pas non plus respecter aucune règle et on va sortir pour sauver notre peau d'ici. Ah non, mais je n'ai même pas répondu. J'étais hystérique quand il a envoyé ça. Donc on prend la route en disant, j'ai pas dit son nom d'ailleurs, un autre ange gardien. Monsieur Manco. Non, à qui on devait faire la route. J'ai perdu son nom aussi. Mince. C'est César, non? César. Ils s'appellent tous César. Ils s'appellent tous César. César et Pedro. Au procès. Et du coup, on dit à César, écoute, on se retrouve à Siquani parce qu'il faut qu'on retire de l'argent plutôt qu'ils nous attendent. On avance, on va à Siquani, retire de l'argent, on se retrouve là. On fait les 20 km, effectivement, je crois qu'il y a 1 ou 2 barrages, mais assez cool. La route est clairement défoncée. Sur la route, tu as du verre, des bouteilles d'alcool explosées, des pneus brûlés ou qui sont en train de brûler. Tu marches tu roules à côté de la route. Enfin, tu as des arbres, tu as des gros cailloux, etc. Et donc, depuis plusieurs semaines, tu vois les traces où tout le monde ne roule plus sur la route, mais roule à côté de la route. Donc bon, on fait ça, on croise 2-3 endroits, mais qui sont plutôt bienveillants et qui nous laissent bien passer. On arrive à Siquani. Siquani, on retire un peu d'argent. Et là, on dit à César, qui était lui encore bloqué, écoute, tu vas aller beaucoup plus vite que nous, on avance tranquillement et tu vas nous rejoindre sur la route parce que lui est encore bloqué un peu en amont. On va pour passer sur la route principale et là on tombe sur un mur de 3 mètres de haut de terre. La route est entièrement bloquée. Pas de passage sur les côtés. Sur chaque côté, ils ont mis des tôles. Donc ils ont planté des bouts de bois, ils ont vissé des tôles dessus et on tombe sur une motte de terre de 3 mètres de haut. Donc là, on se dit, ok, c'est même pas la peine en fait, on passera jamais là. On regarde sur la carte, il n'y a aucune autre voie. Donc on se dit, perdu, donc on va tenter de trouver des chemins, mais ça va être galère. On fait demi-tour et NC qui rentre dans le camion me dit, mais t'as vu que le pneu est de nouveau à plat, en fait la réparation elle n'a pas marché. On dit, ok, on va remettre la roue de secours, donc on se gare sur la station-service. NC va demander aux policiers qui sont là, qui confirment qu'il n'y a pas d'autre route. Ils ont été inutiles du début à la fin, la police. Donc ils ont dit, vous passerez pas, il n'y a pas d'autre route, c'est foutu pour vous. Et moi je vais voir un camionneur en disant, salut, mon système pour lever le camion, pour changer la roue est un peu défectueux, est-ce que tu en as rien, ça me rendra service. Il vient très gentiment, il m'aide à lever le camion, puis il me dit, mais vous faites quoi? Il dit, on voulait passer, mais en fait, on nous a annoncé une trêve. Et là, on passera pas, clairement, il n'y a pas de route, donc on est sans issue, on va faire demi-tour et je sais pas où on va, quoi. Là, on est sans issue, quoi. Il nous dit, mais si, là, le barrage, en fait, les ambulances, elles passent. Donc, il y a un passage. Vous pouvez aller le demander, et vous, en étant une famille, et en étant touriste, vous passerez ici. Le gars, ça faisait 15 jours qu'il attendait dans son camion, devant le barrage. Il était le long de la Paname depuis 15 jours sur la station-service, quoi. Il nous dit, mais je vais aller avec vous, je vais vous aider à discuter. Hop, donc on change la roue, on fait demi-tour, on retourne au barrage. Et certificat médical, hacer mi négociation. Una supplication, quelques larmes, etc. Et comme ça nous est arrivé 2-3 fois, on est tombé sur plutôt des femmes. Quand c'est des femmes qui sont leaders, en général, les portes s'ouvrent beaucoup plus vite. Qui nous dit, mais évidemment vous allez passer, vous, c'est pas votre problème ce qui se passe dans notre pays, vous avez un enfant, vous êtes des touristes, pas de souci. Et là ils ouvrent une tôle sur le côté, et en fait on est par les champs des maisons pour retrouver la route 20 mètres plus loin, quoi. Je me suis dit, ok, c'est fou. C'est bien organisé celui-là pour le coup. Ouais, c'est fou. On appelle le copain César, en fait lui il est toujours bloqué, on dit, ok, on avance, mais à Siquani, toi en étant local et professionnel, il y a moyen que tu passes pas avant la fin de la trêve, quoi. Avant la trêve de demain. Donc on avance et puis advienne que pourra. Donc on se met à rouler là une bonne partie de la nuit. Effectivement, je crois qu'il y a quasiment plus de barrage pendant la nuit. Si, il y a l'énorme barrage avec le tractopelle. Ah oui, on roule une bonne partie de la nuit et là on arrive à un endroit où le tractopelle est en train de faire un autre barrage de 3 mètres de haut, mais en fait il racle les côtés de la route pour mettre tout sur la route. Donc tu as un fossé qui s'est créé de chaque côté de la route et la route tu as 3 mètres de barrage. Et puis les mecs sont alcoolisés, tu as un feu énorme. Donc là on se dit bon, c'est mort. Là, je reviens au camion et je dis Anto, là, je discute pas en fait. C'est la première fois que je lui dis là, on discute pas. Anto va voir en disant ça se trouve, elle est fatiguée et pareil, il revient direct. Ok, pas de discussion. On ne met pas aller les voir en fait. Ils avaient tous des cagoules noires en forme de squelette et tout. Bon, allez, laisse tomber. Donc on regarde sur la carte et là on voit pour le coup que, alors c'est un gros détour, mais en passant par les chemins 4x4 de montagne, on peut complètement contourner ici. C'est quoi, 4 heures ou 6 heures de détour? Là, pour faire les 10 km qu'on va rallier plus tard, on va faire un détour de quasiment 6 heures en passant par des routes, c'est des sentiers moto, quoi. Au milieu des montagnes, on est monté à 4008, je crois, 2 nuits.
au long des falaises. Enfin, c'était vraiment chaud, quoi. Et là, notre bébert, il a été super costaud. Et Franchement, là, le camion, il a ouais, trop bien tenu. l'embrayage a bien marché. Donc Ouais. on est monté des côtes incroyables avec les falaises de chaque côté. On a avancé tranquillement jusqu'à, je sais pas, 4-5 heures du matin. On De nuit. s'arrêtait au bord d'un lac d'épuisement en disant, allez, on dort là, on reprend la route demain et tranquillement. On s'arrête au bord du lac, on dort quelques heures, 3-4 heures. Le lendemain, on voit un lac magnifique avec des flamants roses. On est à 4003 d'altitude, je crois, un truc comme ça. Magnifique. On se dit, bon, bah voilà, au moins on aura vu un beau paysage, on repart. On va à la première station essence parce qu'on est vide. Et là, bah pareil, les gringos. Donc je dis, salut, j'ai besoin de diesel. Non, pas de diesel. Je dis, bah si, tu viens de servir quelqu'un et t'en as du diesel. Et j'ai besoin du plein en fait. Il me dit, non, non, j'ai pas. Je dis, bah mets-moi au moins, je sais pas, 20 litres. Non, bah mets-moi au moins 15 litres. Et finalement, Et donc, on refait le système, certificat médical, Voilà. on explique la situation et finalement, ils acceptent. Finalement, il me met, je crois, 20 litres d'essence. Je me dis, ok, cool. C'est toujours ça de prix. Et là, on repart, on fait, je sais pas, une demi-heure, une heure, et on tombe sur un énorme barrage de gens hyper énervés, où Annecy, de nouveau, va expliquer la situation. Les gens s'engueulent entre eux assez violemment. Une femme veut nous faire passer, et il y a quelques mecs vraiment butés. Eux, ils gueulent. En fait, c'est la première fois qu'on me laisse pas faire ma supplication. Et que le gars me coupe la parole en hurlant pas de voiture qui passe, pas de voiture avant 5 heures. Il était 10 heures le matin. Il était 9h du matin, 8h30, et il dit non, mais ça passera pas avant 18h. Et là, c'est non, non, non. C'est le jour de la trêve, on peut pas aujourd'hui rester toute la journée là. On dit, mais faites pas de trêve mercredi chez vous, faites pas la trêve. Il dit, non, non, faites pas de trêve. D'accord. Et finalement, il y a un gang de motos qui arrive, de manifestants. C'est un peu les leaders du coin qui arrivent en moto. Donc moi, depuis le camion, je me dis, ah, mais là, c'est foutu, c'est les plus énervés, ça passera pas. Et Annecy m'explique derrière, non, non, au contraire, c'est eux qu'on dit, mais attendez, c'est des touristes, c'est pas leur problème, vous les laissez Non, passer. en fait, ils ont fait la morale en disant, le paro, c'est bien, mais la santé, ça passe au-dessus. Et on est des humains, on n'est pas des bêtes. Et du moment qu'il y a un problème de santé, ça passe avant le paro, même si nos enjeux de paro sont très importants. Et donc, il raconte ça au mégaphone à tout le monde. Et donc, finalement, ils acceptent de nous faire passer. Mais c'est un peu chaud parce qu'il y a quand même vraiment des gars qui sont pas contents du tout. Sous tension, ouais. Moi, je reste toujours comme d'habitude à l'extérieur du camion, le temps que le camion passe la zone très serrée, pour vérifier que personne n'agisse. Je plante mes yeux dans les regards de toutes les personnes qui montrent un peu d'agressivité. Et finalement, le camion passe. Ouais, finalement, il nous laisse passer dans pas mal de tensions. Le camion, il est envahi par le monde. Et c'est un peu le début du moment où on devient un zoo. C'est-à-dire que les gens, voyant qu'on a des enfants, viennent au camion, ouvrent les portes, les touchent, prennent en photo. On leur selfie avec. Donc là, moi, ça me crispe un peu de me dire... Ah, c'est horrible. Et en fait, c'est Clémence, notre grande, qui va avoir une idée par la suite en disant, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un paro, il s'approche, on fait tous semblant de dormir. Et moi, j'en dis, chut, ils dorment, laissez-les tranquilles, quoi. Et finalement, ils ferment les portes et ils partent. Mais on vit quelques barrages où on a vraiment l'impression d'être un zoo ambulant, quoi. Des fois, il y en a qui vérifient le camion, qui vérifient qu'on est personne qui se transporte derrière. Il y en a un qui se met vraiment à faire du zèle, qui rentre dans le camion, qui vérifie toutes nos caisses de vêtements. On ne sait jamais si vous avez une arme. Mais en fait, vous n'êtes pas une guérilla, vous êtes un paro contre le gouvernement. Nous, on est une famille de touristes. On ne va pas faire du trafic d'armes au milieu de votre situation. Voyage. Non, mais il n'y a aucune cohérence, en fait. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, on passe ce barrage, on fait 200 mètres, et là, on croise 3-4 hommes qui font semblant de nous jeter des pierres. Et là, moi, si tu veux, en termes de tension, ça me remonte d'un cran en disant, là, ils ont fait semblant, mais ça peut te dire que le coup d'après, ils font pas semblant, quoi. Donc on avance, on arrive sur un pont qui est complètement inaccessible parce qu'ils ont soudé des barrières sur le pont. Ils nous disent, vous n'avez qu'à passer par la rivière. Je dis, mais je fais 3,5 tonnes, qu'est-ce que tu veux que je passe par la rivière? Je vais m'enfoncer là et après il se passe quoi? Ah ouais, dommage. Et là on tombe sur deux jeunes en moto qui, alors au départ, veulent se faire un peu payer le service, puis finalement vont nous le faire gracieusement, gentiment. On nous explique qu'il y a une autre route qu'on peut aller prendre, qu'il faut faire un grand détour, mais qu'après il y a un petit sentier qui récupère celui-là, donc il nous emmène jusqu'à un barrage. On retombe à un barrage qui est hyper compliqué, hyper tendu. Les grands-mères veulent qu'on ouvre les malles sur le toit. Donc, quand ça s'énerve, en disant, tu veux aller voir les malles de toit? Tiens, je te donne la clé, tu montes sur le toit, tu regardes. Ah non, bah c'est bon, passé. Enfin voilà, ça devient un peu usant. Ah, mais si ça tu devient veux. une milice, c'est trop bizarre. On commence à être vraiment fatigué. Il est midi, je crois, à ce moment-là. Je dis Anto, le prochain barrage, on s'arrête, on fait une pause, là, j'en peux plus. On trouve un petit coin d'altiplano tout mignon, avec un ou deux lamas au bord d'un rocher. On fait une petite sieste là. On met un film aux enfants, on fait une sieste en regardant Alice au Pays des Merveilles, tu vois, un truc très, très intellectuel, mais qui nous pose tous. On reprend la route en disant, bon allez, on a fait même pas la moitié de la route, ça va être encore long. Et là, pour le coup, la magie de la trêve, pendant, je sais pas, 3 heures, on roule. Tous les barrages sont ouverts.
il n'y a plus rien du tout, et on avance, on avance, on avance, on franchit tous les barrages un par un, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis. Après, c'est tendu, hein. Il y a un gars qui part derrière, un berger avec ses moutons, Il y a un berger qui nous jette qui nous au jette une pierre lance-pierre, par derrière. voilà, il ne nous touche pas. Donc bon, ça reste quand même compliqué, tu as souvent des gens qui te font des signes, donc on passe, on ne s'arrête jamais. On arrive à une ville où là, pour le coup, c'est bloqué, mais on voit que ça passe tranquillement, donc je pense qu'ils viennent d'ouvrir, et là, on voit passer plein de camions. Clairement, tous ceux qui étaient bloqués depuis 10 jours, tout vient de s'ouvrir. Tous les camions passent, toutes les voitures passent, etc. Donc on arrive à passer comme ça. Et on prend la direction de Tilali, qui est la petite frontière inconnue au nord de Titicaca. On dit, mais chouette, là, on regarde le GPS, dans une heure, on est à Tilali, dans une heure et demie, on a quitté le pays, quoi. Donc on avance serein, et puis on se dit, c'est quand même bizarre, on est tout seul sur la route. On avance la route de montagne le long de Titicaca, c'est magnifique, la lune se reflète sur l'eau, on est trop content. On dit aux enfants, mais vous en faites pas, dans une heure et demie, on est arrivé. Et on arrive au milieu de la route de montagne, on n'est plus qu'à 3/4 d'heure de Tilali, et là, en fait, ils ont dynamité la montagne. Il n'y a plus de route. T'as des blocs qui sont tombés de la montagne, mais qui font 2 mètres de diamètre, si tu veux, sur toute la route. Et là, moi, je me dis, attends, on va faire le levier, on va les pousser, puis en fait, tu regardes, et c'est comme ça sur 100 mètres, quoi. Donc là, on se dit, ok, demi-tour, on retourne à la ville d'avant à 3/4 d'heure, on reprend le GPS, on recherche des routes. La nuit est tombée, on n'a pas mangé parce qu'on pense arriver, tant pis. On fait ce demi-tour là, on arrive dans la ville d'avant, on voit qu'il y a des passages, mais on n'arrive pas à attraper le chemin, en fait, donc on fait plein d'allers-retours, on se tape des côtes, on redescend, on remonte, on redescend. On croise un fourgon professionnel et on leur dit, mais il y a une route pour les Tilali depuis là. Ils disent, ouais, ouais, ouais. En fait, on comprend qu'eux la cherchent aussi. Ils savent qu'il y en a une et que ça passe, mais ils la cherchent. Donc finalement, on se met derrière eux. La route est bloquée, mais on passe à travers champs par des chemins piétons, à travers les champs d'agriculture, si tu veux. Premier blocage, c'est un gros bloc de terre qu'ils ont mis sur la route. Ok, classique, on le voit. Deuxième blocage, ils ont fait une tranchée sur la route. Avec un tractopelle, ils ont fait un trou sur la route. Donc tu as une tranchée de, je sais pas, presque 1 mètre de large sur 1,5 mètre de profond. Et là, tu dis, mais du coup, là, on passe pas. Mais on voit au loin que lui, il est passé, celui qui était devant nous. Donc on cherche partout et finalement, on voit qu'il est passé bien avant sur la droite, il a contourné par les fourrés. Et bien plus loin, il a rejoint la route. Donc on dit, ok. Et moi, je reviens, je dis, tu sais, franchement, j'en ai marre. Ça fait 3 jours qu'on dort pas, je suis épuisé. Tant pis, moi, j'y crois plus, on dort là. Et au moment où je dis ça, il y a un 4x4 qui arrive. Et du coup, on les arrête, on dit, mais d'où vous arrivez? Ben, on arrive de la frontière. Il dit, là, vous arrivez tout juste de la frontière, il y a une route qui marche depuis la frontière. Il dit, oui, oui, il y a juste 2-3 endroits, il va falloir payer. Mais oui, à la route, en fait, allez-y, une fois que tu as passé ce passage difficile-là, il n'y a plus de barrage. Il y a juste 2-3 endroits à payer, mais la route, elle est en bon état. Ok, merci. Donc, on y va, on fait 300 mètres, on tombe sur le premier barrage, enfin, ce deuxième, troisième barrage, il te demande de l'argent. Alors, il te demande 50 sols, 100 sols. Puis moi, j'y vais avec 4 pièces à la main en disant, bah, en fait, il nous reste ça, on n'a pas mangé, on est avec des enfants. C'est tout ce qui nous reste parce qu'on nous a topé de l'argent tellement souvent qu'on n'a plus rien. C'était pas vrai. Finalement, ils nous prennent les 4 sols, ils nous ouvrent les barrières. On passe, on roule encore bien, 1 heure et demie, 2 heures. On arrive au dernier village avant la frontière. De nouveau, ils font un payage clandestin par solidarité pour aller à Lima. Je leur explique que j'ai plus d'argent, qu'on en a trop donné, qu'on en a plus du tout. Finalement, c'est le milieu de la nuit, ils nous laisse passer et on franchit la barrière du Pérou et donc on est entre le Pérou et la Bolivie et on dort là. En disant, Non, on passe en Bolivie, ah oui, il n'y a non, pas de barrière. on voit la frontière, on voit le panneau frontière, on passe et on dort là. Notre problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de poste de frontière à cet endroit-là. Donc, tu peux pas légaliser ta situation. On se réveille le lendemain matin, on fait nos crêpes, on en coule, on annonce aux enfants, on a une très bonne nouvelle, on est en Bolivie. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les frontières, on a des problèmes administratifs à régler, mais on ne retournera pas au Pérou, on a quitté les Paros et c'est fini, quoi. Voilà. Donc, tout le monde est soulagé, on est tous épuisés, on a faim, on avance jusqu'au premier petit village où il y a le poste frontière local, on change un peu d'argent, on va voir, alors là tu as la migration et la douane, tu en as un qui est pour les personnes et un qui est pour le camion. L'immigration pour les personnes ne veut rien entendre. J'ai pas de sortie de Pérou, je peux pas vous faire l'entrée en Bolivie. L'immigration refuse qu'on rentre dans le bureau, quoi. Vous n'avez pas de tampon de sortie de Pérou, vous ne rentrez pas en Bolivie. Et donc on va de l'autre côté, et là on tombe sur un homme intelligent qui nous dit, ok, votre situation, vous êtes cuit, moi je vais vous faire l'entrée du véhicule. Avec l'entrée du véhicule, on va pouvoir vous aider à rentrer dans le pays. Donc on va pouvoir vous faire lever la barrière. Donc lui nous fait tous les papiers pour que les véhicules rentrent officiellement. Donc à ce moment-là, le véhicule n'est pas sorti du Pérou administrativement, les personnes ne sont pas sorties du Pérou, les personnes ne sont pas rentrées en Bolivie, mais le camion est rentré en Bolivie. Donc c'est une situation qui est ubuesque. Il va discuter avec ses copains d'en face, il leur dit, bah voilà, moi j'ai fait rentrer le camion, donc vous pouvez ouvrir la barrière parce que le camion est rentré. Donc on rentre officiellement en Bolivie avec simplement le camion qui a le droit de rentrer et rien d'autre qui est sorti.
Ils nous disent on appelle un copain à Copacabana, c'est la douane qui pourra vous aider à faire l'entrée. On roule, on passe une nuit au bord de Titicaca tranquillement. On reprend la route, on va direction de Copacabana. On va voir la douane de Copacabana. Donc on passe d'abord côté Pérou pour voir si par hasard on peut pas se faire tamponner quand même la sortie. Tout a absolument brûlé, donc on prend les photos de tous les postes de douane d'immigration qui ont flambé. On retourne en Bolivie et on va voir le poste, donc le contact qu'on nous avait donné, en disant bah voilà, ton ami nous a dit de venir te voir, la situation tu la connais, tous les postes frontières ont brûlé, on peut pas avoir le tampon de sortie du Pérou, par contre nous on est bien rentré en Bolivie et notre camion est rentré en Bolivie. Et là lui nous dit mais je peux rien faire pour vous, vous devez prendre le bateau et aller à Puno. Pour qu'à Puno, vous fassiez votre sortie, c'est la dernière douane possible. Donc il y a 5 heures de bateau aller, 5 heures de bateau retour, il faut laisser le camion au bord de la douane qui est quand même tendu. Et puis Puno, nous, les informations qu'on a à ce moment-là, c'est que c'est la dernière douane qui n'a pas brûlé. Tu es quand même dépendant d'un bateau pour revenir. Donc si tu dis, si le moindre pépin arrive au port, en fait, on est de nouveau bloqué au Pérou. Sans notre camion, il est hors de question qu'on fasse ça. Donc c'est hors de question. Donc lui nous propose de payer quelqu'un qui prend nos papiers, qui va pour nous à Puno et qui nous les ferait tamponner sans notre présence. Tout ça. On dit, non, nous, on ne se sépare pas de nos papiers, c'est pas possible. Donc on échange avec le consulat de France qui nous dit bah, ok, venez à La Paz et vous ferez votre entrée à la migration à La Paz. Et puis vous irez voir la migration péruvienne à La Paz en Bolivie pour essayer de négocier votre tampon de sortie. Entre-temps, on refait un message, nous, pour expliquer la situation à l'ambassade française du Pérou en disant est-ce que vous pouvez nous faire un papier parce que nous sommes clandestins. De fait, on ne peut pas être autrement que clandestin. Est-ce que vous pouvez nous faire un document pour attester que nous sommes une famille française avec des enfants en situation qui était périlleuse au Pérou et que donc on se rend au plus vite à la migration pour faire notre entrée. L'ambassade de France n'a jamais fait ce document-là. Donc on se retrouve dans une situation particulière. La douane de Copacabana nous dit en fait vous avez deux solutions, soit vous quittez le pays sous 24 heures, soit vous risquez une grosse amende et une interdiction de rentrer au pays pour 3 ans. On dit ok, on va aller discuter à La Paz, donc on file à La Paz au plus vite. C'est le week-end, donc on sait que c'est fermé, donc on fait un petit stop quand même dans les montagnes pour aller aux alpagas pour souffler un peu et puis se détendre en disant de toute façon attendons que les postes de douane soient ouverts à La Paz. Le lundi matin, on se rend à la migration. Le consulat de France a pour le coup dépassé sa fonction en prévenant la migration de notre arrivée, en disant bah voilà la situation, vous seriez bien aimable de les accueillir quoi. On se pointe le matin, on fait notre heure et demie, 2 heures d'attente avec les enfants à la migration. Annecy se rend au guichet. Et là, la dame nous dit exactement comme à Copacabana, je peux rien faire pour vous, vous n'avez pas de tampon de sortie, je ne peux pas faire de tampon d'entrée, vous avez 24 heures pour sortir du pays. Le mieux pour vous, c'est de retourner au Pérou, parce que c'est plus proche. Sinon, bah, vous aurez une amende de 240 sols par personne, plus 3 ans d'interdiction de rentrer en Bolivie. Donc là, l'ANC, au bout de 25 minutes d'explication, explose un peu, se met à hurler dans le bureau. En fait, comme ça fait 15 jours que dès que les gens ne veulent pas vraiment céder à ce qu'on leur demande, je pleure et je crie, ça vient tout seul. Supplication, on a des pros de la supplication. Et donc je fais un scandale dans le bureau de la migration, je lève les bras en l'air, je dis vous vous rendez compte c'était dangereux, il y avait des gens qui jetaient des pierres, c'est hors de question qu'on retourne avec nos enfants. Ça fait crever les dangereux. Donc les agents de sécurité viennent lui demander de se calmer parce qu'elle est hystérique dans le bureau, semi-contrôlée, ça fait du bien de se lâcher. Et finalement, elle demande de voir le chef du bureau. Je demande à la guichetière, est-ce que je peux voir votre responsable? Ah oui, pas de souci. J'aurais dû demander avant. Il met un quart d'heure à venir, et là, quand il arrive, il dit ah mais oui, j'ai eu votre consulat au téléphone, je connais votre situation, on va trouver une solution, on va vous faire un tampon avec un petit mot pour dire que vous n'avez pas fait votre sortie, parce que c'est pas possible et que vous rentrez chez nous, pas de souci, je vous fais vos tampons. Ah, allez. Tu dis mais tu veux pas prévenir les gens de ton équipe qu'on arrive? Donc il nous fait nos tampons, et là on se dit vite, avant que ça ferme, on va aller en courant revoir l'ambassade péruvienne en Bolivie pour la sortie du véhicule et notre sortie à nous. On arrive à l'ambassade qui nous dit c'est pas notre compétence, c'est le consulat, c'est à l'autre bout de la ville. On va à l'autre bout de la ville, on va au consulat, on attend 3 plombs au guichet. Et là, alors ils nous ont fait tout recopier à la main, ce que nous avait fait faire la migration bolivienne. Donc ils nous font tout copier à la main, tout photocopier. On attend 3 quarts d'heure, 1 heure dans le bureau. Et au bout d'une heure, ils nous disent ok, je peux rien faire pour vous. J'enverrai ça au bureau compétent. Vous aurez une réponse par mail. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas réglée. Nous sommes toujours officiellement aux yeux du Pérou, au Pérou.
Et pourtant, on arrive au bout de notre visa et donc on ne sait pas ce qui va se passer dans notre situation péruvienne. On ne sait pas si on va y retourner un jour, on ne sait pas si on va prendre une amende parce qu'on a quitté un pays qui n'était pas lui-même en mesure de valider notre sortie. Donc la situation était quand même assez cocasse. Mais après, c'est pas cool de pas avoir la sortie du Pérou, mais vu qu'on est en Bolivie, qu'on est en situation légale en Bolivie, en fait, on s'en fout. Au pire des cas, on pourra pas retourner quelques années au Pérou. Enfin, on verra, je sais pas. Je pense qu'on va devoir travailler, faire des allers-retours administratifs avec eux souvent. On sait qu'on ne peut pas compter sur l'ambassade qui Qui est pas compétente. pas grand-chose. Et puis, bah, voilà, peut-être que le Pérou ne le reverra pas de sitôt. Mais gros soulagement pour tout le monde d'être sorti du Pérou, rentré en Bolivie, parce que tu n'es pas sûr que la barrière s'ouvre, et d'être aujourd'hui officiellement sous visa ici, puisque un des problèmes qui s'est amené à Copacabana, c'est que nous, on retire surtout par Western Union. Quand on retire dans les banques, on est plafonné à très bas, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et Western Union nous demandait la photocopie D'entrée du passeport. d'entrée du passeport et le tampon d'entrée. Et donc, tant qu'on n'est pas le tampon d'entrée, on ne peut pas retirer d'argent. On avait à peine de quoi retirer, de quoi manger très sommairement. Donc ça urgeait un peu. Voilà. On ne pouvait pas payer l'essence, quoi. Heureusement, pendant la route, entre-temps, sur Siquegui, on avait pu retirer. Donc ça nous a fait tenir sur toute la fin du périple, mais en faisant du change. Mais on savait qu'on n'avait pas beaucoup de jours encore devant nous, quoi. On était bien rassurés à la base de pouvoir faire toutes ces entrées-là, retirer de l'argent. Et finalement, au bout de 2 jours, on a repris très vite notre projet. On avait un centre de nutrition infantile à visiter à La Paz, enfin El Alto, juste à côté. Donc on a switché, on est allé directement chez eux, on s'est posé chez eux, on a repris le cours de notre voyage, de notre projet. Et petit à petit, c'est en train de devenir un lointain souvenir dont on rigolera dans quelques mois. Mais Ouais, là, c'est encore trop frais. Non, ouais. on a vraiment encaissé énormément de stress. Moi, j'ai pas de souvenir d'autres moments de ma vie d'avoir été dans une situation de stress aussi intense. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même manière de gérer le stress. Et après, on n'a pas le même rôle. Hein. Anto, il est en rôle de protecteur de famille, ce qui n'est pas mon cas. Mais on a vraiment beaucoup, beaucoup encaissé. Et on s'est rendu compte quand on était notamment dans la ferme des alpagas, là, quand on était en Bolivie. Je me suis vue pour la première fois depuis longtemps dans un miroir en tête entière. Je me dis, mais j'ai pris 10 ans, quoi. J'avais des rides autour de la bouche qui étaient creusées, mais en fait, c'est à force d'avoir eu la mâchoire crispée pendant des jours et des jours, à faire mes supplications, à pas sourire, à pas dormir, à se poser des questions pour beaucoup de choix de qu'est-ce qu'on fait. Alors là, c'est revenu avec du repos, avec à peu près avec un peu de repos, un peu de tranquillité, avec le sourire qui revient, etc. Mais ça nous a marqué physiquement quand on s'est revu dans un miroir après ces 3 semaines intenses. Franchement, je me suis dit waouh, j'ai pris 10 ans. C'est la première fois que je me trouvais dans une situation à pas être certain de pouvoir assurer la protection de la famille. Et tu te dis, tiens, là, je suis à un endroit où, tant que je suis ici, je pense que je suis en sécurité, mais ça ne peut pas durer longtemps, parce qu'à ce moment-là, nous, on ne savait pas si le Pérou allait flamber en guerre civile, quoi. Ouais, parce que ça aurait pu très bien dégénérer encore pire, quoi. En restant là, je ne suis pas sûr qu'à long terme, on soit en sécurité, et en même temps, en bougeant, je ne suis pas sûr d'aller vers plus de sécurité non plus. Je suis dans une situation où je ne suis pas certain d'assurer la sécurité des miens, quoi. Et c'est assez stressant. Ouais, ça doit être déstabilisant de dire que tu sais pas où est l'issue et surtout, il faut faire des choix et ce choix-là, est-ce qu'il est bon ou pas? À l'aveugle. Ouais, c'est à l'aveugle. Ouais, c'est vraiment tout à vue. Et tu vois, là, on est sorti depuis, je sais pas, 2 ou 3 semaines maintenant, et on a toujours des gens qui sont là-bas, qui sont en situation de blocage, qui nous demandent comment on est sorti. On connaît quelques familles qui ont tout abandonné, qui sont rentrées chez eux en disant, bah, alors c'est des personnes qui savaient qu'ils voyageaient sur un temps beaucoup plus long que nous, donc ils savent qu'ils l'abandonnent pour le retrouver. Ce sera plutôt la question des visas et du type du véhicule. Mais il y en a pas mal qui ont finalement tout abandonné pour rentrer et pour partir. On s'en sort clairement pas si mal. Hein. Ouais. Et ceux qui sont partis par le nord, parce que c'était quand même des idées à un moment donné en disant prenons par le nord parce que peut-être que ce sera plus simple. Ceux qui sont partis par le nord ont eu autant de difficultés à sortir finalement. Ouais, donc au final, il n'y a pas de regret en disant on aurait dû faire ça. En fait, il n'y avait pas une option meilleure qu'une autre. Ouais, ça devait être dingue. Et donc du coup, les enfants, ça a été quoi leur réaction? Est-ce qu'ils se sont rendus compte un peu de tout ça, un peu de la gravité de la situation? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment t'as vécu toi le paro? Bah, en même temps, le premier paro, ça m'a un peu amusé, mais après, petit à petit, ça commençait à me saouler et tout. Du coup, il y a un paro où on nous a aperçu la roue. Du coup, j'ai dit non, mais c'est bon, là, vous allez arrêter de prendre des milliers de photos parce qu'on n'est pas un zoo.
Enfin, on Ouais. ressemblait à un zoo. Enfin, Ce côté zoo, ça a pesé aux enfants. Ouais. Le jour où on s'est fait crever les pneus, du coup, on est tous sortis du véhicule pour changer la roue. Et là, ils se sont mis à faire des photos de nos enfants. Et j'ai un peu craqué. J'avais les outils à la main pour changer le pneu, si tu veux, et je lui ai fait effacer. Je suis devenu dingue en disant, mais en fait, non, vous pouvez pas nous crever les pneus, nous prendre en photo. C'est hors de question. Donc, je lui ai fait effacer toutes les photos et après, on est reparti. Mais ouais, pour les enfants, ça a été un moment. Vous avez eu peur, les filles, à un moment donné? Qu'est-ce que t'en as pensé pendant le paro? T'as eu peur ou pas? oui, très peur qu'en fait, quand on a percé la roue de notre camion, j'ai eu peur qu'on ne puisse plus démarrer. En fait, j'avais oublié que papa avait des outils. Du coup, j'avais très peur qu'il fallait appeler un garagiste. Heureusement, papa, il était bien outillé, comme ça, il a pu tout réparer, quoi. Non, on a été épatés par leur tranquillité aux enfants. Ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous. On leur a expliqué qu'à chaque barrage, en fait, fallait pas qu'elles parlent, fallait pas qu'elles interviennent, fallait qu'elles nous laissent gérer à notre façon et qu'il fallait pas qu'elles en rajoutent. Et au bout de 2-3 barrages, elles avaient bien compris et elles se taisaient à chaque barrage. Voilà. Parce que Clem, au début, comme ça l'amusait, elle faisait des roues, elle allait discuter avec les gens. Non, pas là. Pas là. Voilà. Et juste une dernière question, tu disais tout à l'heure que, tu vois, tu perdais ton sang-froid. Est-ce que, dans cette situation-là, tu t'es trouvée un peu changée et tu t'es trouvée dans une situation où tu te reconnaissais pas dans ta réaction, tu vois? Je parle de ça par rapport, tu vois, au fait que tu disais que tu avais un rôle de protecteur. Comment tu t'es sentie quand tu sortais un peu de tes gonds? Je suis sorti de mes gonds plusieurs fois de manière contrôlée en disant je sens qu'ici, en haussant le ton, on est face à des gens qui sont pas courageux et donc ça facilitera le fait qu'ils s'écartent du camion et qu'on passe. C'est le soir où j'ai cassé la vis là, sur la marche arrière, où là j'ai perdu mon sang-froid vraiment parce que j'étais vraiment trop fatigué. Tu vois, ça fait crever la roue, ça faisait 2 nuits beaucoup vite. Ouais, Là, ouais, pour le coup, j'ai vraiment perdu mon ça faisait sang-froid trop. parce que un ras-le-bol trop grand et le sentiment que là vraiment il n'y a plus de solution, on est bloqué ici vraiment et on a cassé le véhicule vraiment et on va devoir partir avec nos sacs à dos à pied pour finir de quitter le pays. Ouais, ce jour-là c'était compliqué. Ce jour-là c'était plus compliqué. Après le reste du temps, on a plutôt le fait d'être à deux, ça permet aussi de sentir quand l'autre commence à être au bout. Et c'est le moment où, en couple, ça nous a finalement beaucoup renforcé de nous dire tiens, je sens que là, t'es fatigué, vas-y, mollo, attends, ce coup-ci, là, je sens pas, je suis trop fatigué, va discuter. Ça m'est arrivé une ou deux fois, moi, d'y aller, parce qu'Anne était excédé Pas l'énergie. pas Ouais, l'énergie, de retourner une 50e fois faire une supplication, des fois, c'est moi qui y allais. Euh, ça nous a plutôt renforcé dans notre complémentarité, dans l'attention à l'autre. Et alors le fait de le faire en famille a ajouté beaucoup de difficultés parce que la sécurité des enfants, c'est autre chose que sa propre sécurité. Et puis il y avait le camion, il faut pas le faire sortir. Enfin, ça a rajouté beaucoup de choses, mais le fait d'être tous les deux a été finalement beaucoup plus apaisant, je dirais, après coup. Puis au bout de 10 ans quasi de mariage, on commence à se connaître un peu et on sait un peu les forces et les limites de chacun aussi. Ouais. On s'est découvert une complémentarité. J'encaisse plus facilement des situations de crise. Je pense que je reste plus placide face à la situation. Moi, ça me dérangeait pas d'arriver et de poser un gros bobard pour passer parce que je connaissais la finalité et je savais que l'objectif c'était de nous sortir de cette situation. Anthony, c'était compliqué pour lui de se retrouver en situation où il fallait dire s'il vous plaît, par pitié, laissez-nous passer. Oui, on comprend, on est de tout cœur avec vous parce qu'on comprend vos problèmes. C'est vraiment pas des gentils votre gouvernement. Moi, je m'en fichais de baratiner, mais vraiment, Anthony, ça l'atteignait plus. J'ai un lien à la vérité qui est compliqué. Ouais. Et du coup, d'aller mentir, autant j'étais très favorable à ce qu'on fasse un faux parce que c'est comme ça qu'on pouvait sortir. Autant les tenir à un faux discours, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Bon, en tout cas, ça y est, maintenant vous pouvez souffler, reprendre, la route, enfin continuer un petit peu votre périple. Par rapport à votre timing, vous avez pris beaucoup de retard? Et finalement, ça nous a permis de nous poser sur le roadbook un peu. Alors, on n'a jamais trop planifié où on serait, comment on y serait. On s'est rendu compte qu'on n'était pas en retard pour pouvoir sortir tranquillement et être mi-mai à peu près au port à Montevideo. Si ce n'est qu'on attend les pièces qui arrivent de France et que le délai annoncé était d'une semaine, donc là on devrait recevoir les pièces, on devrait déjà avoir reçu les pièces, et qu'ici on nous annonce que des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps, que la douane peut les retenir plusieurs semaines, quoi. Donc
voilà, on est lié un peu à ce sujet-là. Une fois que les pièces arrivent, on sait qu'en 3 jours, le garagiste a tout remonté, qu'on reprend la route et on va avancer tranquillement, mais sûrement, quoi. Donc là, on n'est pas en retard sur le. On avait volontairement fait un planning où on faisait que de la Colombie à l'Uruguay sans passer par la Patagonie, qui est certainement le tour du monde le plus court du monde, donc par rapport à tous les voyageurs que tu rencontres, justement parce qu'on voulait pas courir, parce qu'on voulait faire le moins de kilomètres possible et parce qu'on voulait pouvoir se permettre de rester là où on est bien. Finalement, on n'a pas perdu plus de temps que ça. J'ai envie de dire, c'est un peu futile de parler de ça, d'itinéraire après tout ce que vous avez vécu, mais bon, c'est C'est un vrai sujet, hein. La fin du périple, la question se pose aussi, hein. Et puis finalement, il y a eu un élément hyper important, c'est que moi, la décision a été prise à un moment donné d'abandonner le camion et de rentrer en France avec l'idée que le camion était perdu. Parce qu'on ne pourrait pas le vendre au Pérou, ni à des Péruviens, ni à des Européens, parce que c'est trop compliqué, enfin, c'est pas possible. Revenir le chercher, c'est-à-dire reprendre des congés, repayer des billets d'avion pour pouvoir le déplacer dans un autre pays pour le vendre, ou avoir le temps de le ramener à un bateau, ça semblait peu probable, et donc la plus grosse probabilité, c'était on abandonne tout ici, on prend ce qu'on peut prendre dans sac à dos et tout s'arrête. Donc de continuer le voyage avec l'idée que que la décision était prise de tout arrêter, en fait chaque jour était un plaisir supplémentaire, quoi. Donc on est beaucoup plus apaisé sur ce qu'on vit. ouais, du coup, vous mesurez vraiment la chance de pouvoir continuer le périple. Mais c'est dingue quand même, j'ose même pas imaginer Carrément. au moment où vous vous êtes posé la question de vous dire on laisse le camion, on rentre quoi. J'ose pas imaginer le déchirement après autant de travail et d'implication dans le projet pour tout lâcher quoi. C'est que vous deviez vraiment être à un moment un point de non-retour quoi. En fait, c'est le moment où tu te dis le matériel, la sécurité, et quand tu vois que la sécurité peut ne pas tenir, en fait, le matériel, c'est plus un sujet. Ouais, mais Vous après, étiez tu as le plutôt- matériel, mais tu as le projet en lui-même. Vous avez sacrifié, ça fait des années que vous travaillez sur ce projet. Ouais. Au-delà du camion, certes, c'est financier, mais se dire que voilà, ce projet s'arrête là, c'est dur, non, à encaisser quand même. ouais, il a fallu avaler la pilule que la décision était prise. Après, sur le projet en lui-même, on disait, tiens, sur notre projet de film, aujourd'hui, on a visité 3 centres plus une famille, enfin 3 lieux plus une famille, donc on avait suffisamment de matière pour étayer un film, même si on avait prévu de venir voir les bébés là à La Paz, et du coup, cette déception de se dire, tiens, c'était un peu le dernier lieu qu'on voulait visiter, on avait très envie d'y aller, c'était cohérent par rapport aux âges qu'on avait rencontrés, etc. Mais on pouvait quand même monter un film qui restait cohérent. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, tiens, si on a suffisamment de matière pour monter notre film, et ben repartons sur l'idée que les 3 mois qui nous restent, ce que disait au début Ansier, et ben on va continuer d'être itinérant autrement. Tant pis, le camion, on l'a perdu, mais ça ne nous empêche pas de nous adapter, d'être flexible et d'inventer autre chose. Parce que ce sera toujours la même chose finalement, c'est-à-dire être en famille, itinérant, rencontrer des gens et être tranquille. Donc on a commencé à explorer les Compostelles, les tours en vélo. On s'est dit, on prend un avion jusqu'en Espagne et on va chez Émilie. On va faire. Mais ouais, on a exploré tous les champs des possibles. On a appelé des centres comme Misericordia au Chili en disant salut, finalement on a 3 mois devant nous, est-ce qu'on n'irait pas chez vous? Enfin, on explorait beaucoup de choses en disant ça reste le même projet, pas au même endroit, mais soyons flexibles. On a voulu être flexible dès le départ, d'aller là où on ne pensait pas aller, de se laisser convaincre de changer notre itinéraire. Et ben finalement, c'est la continuité. On va marcher au sud de la France et puis en Espagne sur Compostelle, on reste itinéraire en famille, ça reste le même cœur de projet. La pilule était plus dure à avaler de se dire par contre on le fait sans notre camion avec qui pour lequel on a mis autant d'énergie et pour le coup il est perdu quoi. C'est le soir où Antoine s'est couché, il a regardé toutes les vis qu'il avait posées, toutes les étagères. Ça c'est moi qui l'ai fait ça. C'est aussi c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est ce côté-là. Mais finalement c'est hyper intéressant de vivre ce moment-là, de te dire ok j'ai passé beaucoup d'énergie, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup d'argent et ben tout ça c'est pas grave parce qu'en fait c'est du passé et le matériel, c'est de l'argent. Alors évidemment, on sait que demain, on va pas mourir de faim, donc c'est plus simple de perdre de l'argent quand tu sais que tu vas pas mourir de faim. Mais ça reste que de l'argent bonus par rapport à nos besoins fondamentaux, donc on va apprendre à s'en couper. Donc ça reste une expérience enrichissante malgré tout. Je suis content d'avoir regardé. Pouvoir en savoir plus et pouvoir avoir la suite du projet. C'est cool, en tout cas, je suis contente que vous alliez bien et que vous ayez réussi à sortir de ces calvaires infernales là. Je vous souhaite une très bonne route. Continuez bien votre périple et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps pour la suite.
J'espère que cet épisode vous a plu. On a eu un petit couac à la fin de l'enregistrement. On n'a pas les au revoir, mais c'est pas grave. En tout cas, on les embrasse bien fort et on est vraiment très heureuse qu'ils soient sortis de cette situation. Écoutez, on vous dit à bientôt pour la suite de leur périple lors d'un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup à rendre visible ce podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!